Salut les livrets. Il faut qu'on parle. Qu'on parle de James Bond, le 25e du nom. No time to die. Pas l'heure de mourir. Ou pas le temps de mourir. Ou mourir peut attendre, en français. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chemise est mal repassée? J'ai pas de cravate ou de nœud papillon? Vous vous rendez pas compte, je fais déjà extrêmement beaucoup trop d'efforts pour cette vidéo. J'ai passé pas mal de temps à la préparer. Je me suis fait beau, j'ai mis le costard, la chemise, je me suis coiffé, je me suis même rasé. Non, en vrai, j'ai fait beaucoup trop d'efforts. Attendez, je reviens. On va faire un truc qui est plus en accord avec ma chaîne. Voilà, c'est mieux, non? Bon allez, on reprend. J'ai vu le film, j'imagine que toi aussi. D'ailleurs, je te préviens, cet épisode va être full spoilers. Donc si tu veux éviter que je te divulgage le film, arrête-toi tout de suite. Sinon, on reste jusqu'au bout, sans te commander bien sûr. James Bond 25 est un film qui divise beaucoup. Entre ceux qui adhèrent au choix scénaristique proposé, ceux qui aiment ce personnage de James Bond, humain comme jamais auparavant, ou ceux qui ont simplement aimé le film en tant que tel et ont passé un très bon moment au cinéma. D'une part, et ceux qui détestent, crient au scandale, dénoncent les effets néfastes du wokisme et de la cancel culture, ou tout simplement sont très mitigés à propos du film, et notamment de son scénario. Il y a beaucoup à dire sur le film, à différents niveaux. Alors, on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Voici le programme. On va d'abord présenter sommairement James Bond. Qui est ce personnage dans la littérature et dans les films? Puis on évoquera la machine James Bond au cinéma, comment cela fonctionne pour sortir un film de la saga. On se penchera alors spécifiquement sur la production de Mourir peut attendre, on résumera le film, puis j'en ferai une courte critique, puis on verra un peu plus dans le détail comment le scénario a été écrit, dans la vraie vie, et enfin, ça sera cadeau, on prendra quelques minutes pour voir comment ce film aura pu être mieux écrit. Ouais, c'est ça, on va réécrire James Bond 25. Allez, on perd pas de temps, c'est parti, après le générique. Au départ, James Bond était un personnage de littérature, publié pour la première fois en 1953 et créé en 1951 par Ian Fleming, un type notamment passé par les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de devenir journaliste puis auteur. Il invente donc ce personnage d'espion au compte des services secrets britanniques, pour qui il écrira 12 romans et 9 nouvelles. Les œuvres de Fleming sont de grands succès littéraires, et encore plus à partir de 1961, lorsque Kennedy avoue dans une interview adorer Bon baiser de Russie et considérer Bond comme son héros personnel. James Bond est un personnage de fiction, fantasmé, évoluant dans un monde fantasmé. Je me permets d'insister sur le mot, fantasmé. Et je vais même le dire autrement pour être sûr que ça soit bien clair, ce qui se passe dans les James Bond, c'est pour de faux. Même si son monde ressemble au nôtre, et même si, pris individuellement, la plupart des éléments des romans sont inspirés de vrais faits et anecdotes glanés par l'auteur au cours de sa carrière. Inspirés, Les romans sont tous sauf un documentaire. Au cours de ces différentes aventures, qui amènent le héros aux 4 plus beaux coins du monde, dans des décors luxueux et féeriques que la plupart des lecteurs ne visiteront jamais, à commencer par les aéroports, Bond combat plusieurs organisations criminelles d'envergure internationale, sur fond de guerre froide. Parfois aux côtés de la CIA, souvent contre les Russes, déjouant autant de plans machiavéliques de grands méchants pas beaux, qui veulent attaquer le gentil Royaume-Uni. Les romans sont un mélange de livres d'espionnage sérieux et documentés, pas tant sur les enjeux géopolitiques, mais plutôt sur la gastronomie, les alcools, les lieux visités, et d'une facette plus légère, décalée, parfois même humoristique. Les noms des personnages secondaires, par exemple, sont souvent des jeux de mots, et pas forcément des très bons. Quant au personnage de James Bond, il ne s'agit clairement ni d'un surhomme, ni d'un super-héros. Techniquement, il n'est d'ailleurs pas tout à fait un espion, mais plutôt une sorte de tueur employé par son pays pour se débarrasser de sales types ou d'espions étrangers. Disons pour résumer que Bond travaille dans l'assassinat et le contre-espionnage. Et il est particulièrement efficace dans sa branche. Il est capable de s'adapter à tout type de situation, c'est un grand sportif, un fort combattant, mince mais musclé, qui porte une balafre sur la joue. Il est très intelligent, très fort en calcul mental, très cultivé, parle couramment plusieurs langues. Il est britannique jusqu'au bout des ongles, déteste le café, ne boit que du thé, fait de gros brunchs anglais, aime le raffinement, est une véritable encyclopédie vivante en termes d'alcool. Il se drogue aussi, à plusieurs reprises dans les romans, mais uniquement pour raisons professionnelles, rassure-toi. Par exemple pour gagner la partie face aux chiffres dans le roman Casino Royale. Il possède par ailleurs une Bentley de 1939 et ne jure que par elle, dépensant des fortunes pour la remettre en état à chaque fois qu'il la bugne. L'homme est aussi un grand séducteur, qui couche avec à peu près toutes les femmes qu'il rencontre. Il ne collectionne cependant que les amourettes, les petits coups vite faits.
Et en plus, la plupart de ses conquêtes sont avant tout professionnelles, pour faire avancer ses missions. Il ne ramène par exemple quasiment jamais de femme chez lui quand il n'est pas en service. Et il finit pourtant par tomber amoureux dans Au service secret de Sa Majesté et se marie avant que son épouse ne soit tuée le jour de leurs noces. Et pour l'anecdote, il a aussi un enfant. Dans le roman, on ne vit que 2 fois. On entend souvent dire que Fleming projette sa propre image sur son personnage. Soit en lui attribuant des points communs, il fume et boit beaucoup, aime la bonne chair, aime séduire, est un ancien de la Navy, aime les stratégies risquées, soit en exposant ses propres complexes, en créant une sorte de négatif de lui-même, qu'une partie de lui aspirerait, soi-disant, à être. Bond est beau, viril, talentueux, élégant, confiant et vaillant, inspire la crainte, le respect et l'admiration, réussit tout ce qu'il entreprend, vit une existence souvent luxueuse, dans des endroits magiques, couche avec les plus belles femmes du monde. Ouais, je me permets de rappeler le mot, quoi. Fantasmé. Pourtant, derrière cette façade prétendument enchanteresse, James Bond est un personnage torturé, comme son auteur. Et peut-être, même s'il s'agit d'une interprétation personnelle, d'un être condamné. Condamné à tuer déjà, y compris parfois ceux qu'il aime. Condamné, quand cela est exigé, à renoncer à tout principe, toute valeur, voire toute humanité, au profit d'une cause supérieure, pas toujours juste. Condamné enfin à vivre au jour le jour, privé d'avenir et souffrant de son passé. C'est un homme violent, jusqu'au boutiste, une véritable arme de guerre pour ses employeurs. Et s'il ne meurt jamais, dans les livres, James Bond en prend plein la gueule et traverse de nombreux épisodes traumatisants sur le plan personnel. Ian Fleming aimait-il James Bond? Était-il son modèle, son héros? Rêvait-il d'être lui? Kennedy, comme on l'a vu, a priori oui, mais Ian Fleming? La réponse à cette question est complexe, difficile à trancher. Entre les nombreuses et diverses interprétations faites par ses biographes, par les spécialistes de l'écrivain, par ses proches, ou encore par ceux qui crient au scandale misogyne aujourd'hui, entre les déclarations de Fleming lui-même, difficile d'avoir de vraies certitudes. Voici juste une citation de l'auteur, parlant de son personnage en 1963. « Mon héros n'est qu'un instrument contondant entre les mains du gouvernement. En dehors du fait qu'on porte les mêmes vêtements, lui et moi avons vraiment très peu en commun. Je lui envie plutôt ses blondes et son efficacité, mais je ne peux pas dire que j'apprécie beaucoup le type. Ceci dit, il est plus courageux et plus beau que moi. » Il y a tellement de contenu dans cette simple citation, tellement à dire sur le sujet, tellement qu'on va pas le développer aujourd'hui. En attendant, Fleming ne considérait pas spécialement son héros comme un héros à proprement parler, ou alors un héros ambivalent, pas tout blanc. Pour résumer, Bond est une arme de destruction massive, à la précision chirurgicale, au service d'un pays. Mais il est aussi probablement une bombe à retardement, une cocotte minute nucléaire, menaçant d'exploser à tout instant. Pour résumer, James Bond est un personnage de fiction, fantasmé, devenu l'archétype de l'agent secret dans l'imaginaire collectif, mais aussi pour beaucoup, l'archétype du mâle masculin viril, un peu macho, un peu sexiste, en surconfiance, irrésistible, à qui tout réussit en apparence. Et un personnage profondément meurtri, torturé, instable, violent, probablement en détresse à l'intérieur. Et puis, James Bond est devenu un personnage de cinéma. Et là, ça devient encore plus complexe, parce qu'on parle d'une saga qui s'étale désormais sur 60 ans, parce qu'on parle de 25 films officiels, sans parler de passages à la télévision et dans des films hors licence officielle dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. 25 films donc, indépendants, avec autant d'acteurs, de réalisateurs, de scénaristes différents qui ont apporté leur pierre à l'édifice, bâtissant, à travers les décennies, à travers les époques, leurs enjeux, leurs mœurs et leurs spécificités, une œuvre au final hétérogène, disparate, voire inégale, mais qui a toujours eu le mérite de rester centrée sur ce qui a attiré et attire toujours le public en salle, centrée sur cette promesse à chaque fois renouvelée et tenue que les films soient excellents ou médiocres, centrée donc sur l'âme de l'œuvre, sa substantifique moelle, le personnage de Bond, James Bond. Il a été interprété par 6 acteurs à l'écran à travers les décennies dans le cadre de la licence officielle. D'abord sous les traits de l'écossais Sean Connery, ce qui poussera d'ailleurs Fleming à donner à son personnage un côté de plus en plus écossais dans ses derniers romans, écrits après la sortie des premiers films, puis George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et enfin Daniel Craig, en attendant le suivant. Je répète pour les Français. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig.
Le personnage de James Bond est évidemment sensiblement différent en fonction des époques et des interprètes qui l'incarnent, mais il partage toujours les mêmes points communs, à savoir détermination, courage, loyauté, mystère, classe, élégance, bagou, charme, virilité, intelligence, ruse, aptitude au combat, à l'action et en réalité à tout type de discipline et de défi, ainsi qu'un certain flegme. En revanche, certains traits de personnalité sont propres à chacun, ou disons plus poussés que d'autres en fonction des acteurs et des époques. Car oui, James Bond reflète aussi les traits de son époque. Le Bond de Sean Connery est ainsi spécialement viril, séduisant et charismatique. Il nous montre que très peu de faiblesse, peu d'émotion. Il est un peu macho, un peu raciste, un peu misogyne, voire pire, même si ces caractéristiques sont peut-être plus attribuables à l'époque que le personnage en lui-même. Par ailleurs, Sean Connery entretiendra, durant les films et par la suite, une relation tumultueuse avec le personnage et avec les producteurs, mais reste et restera celui qui a donné vie à l'écran au personnage et aura ouvert une voie royale pour ses successeurs. Le Bond de Lazenby, même s'il n'a eu qu'un seul film, mais pas le moindre, pour s'exprimer, est plus subtil. Déjà, il évolue au cours du long métrage. Il est plus doux, plus sensible, et il faut le dire, plus humain que son prédécesseur. Évidemment, tout n'est pas attribué à la performance de l'acteur. Les choix scénaristiques y contribuent grandement. Et l'Australien Lazenby, le plus jeune acteur à avoir incarné Bond dans un film de la licence officielle, est hélas le plus mauvais, ou plutôt, et c'est important de le préciser, le moins bon de tous. Car même si chacun a ses préférences, faut bien avouer qu'en moyenne, le niveau des interprètes de James Bond a été excellent. Aucun épisode de la saga ne souffre de véritable ratage de ce côté-là. Le Bond de Moore, que Fleming souhaitait d'ailleurs dès le début pour le rôle, est plus porté sur l'humour et la dérision que celui de Connery. Les films également sont plus légers, lorgnant même parfois dangereusement du côté du nanar. Pourtant ils ont toujours la saveur de James Bond. Avec Moore, on est dans le domaine du plaisir coupable. Les films ont mal vieilli, ils ne sont pas très bien faits, et souvent pas très bien écrits, et on a droit sur une bonne partie de l'air à une avalanche de gags se vautrant par moments dans le cartoonesque, et parfois même de franchement douteux. Mais Moore, quant à lui, est malgré tout très bon dans ce qu'on lui demande de faire, à savoir glamour, charme, cabotinage, grosse punchline, qui passe moins bien en VF, et cette façon toute flegmatique de s'amuser avec détachement de tout, parfois même avec un brin de cynisme. Moore enchaînera ainsi 6 films, dont un seul peut être qualifié de très bon. Quand Timothy Dalton reprend le rôle, il s'est beaucoup préparé, et propose un personnage fidèle au roman, tout en le modernisant. Forcément, ça crée une grosse cassure avec les épisodes précédents, même si les films avec Dalton cherchent, et parviennent, à rester fidèles au code et aux marqueurs de la saga. La transition se fait en 2 paliers, un film après l'autre. Avec le James Bond de Dalton, on n'est plus tout à fait en présence d'une machine à tuer, dénuée de sentiments, mais aussi d'un véritable être humain. Le personnage n'est pas invincible, surpuissant. On peut même dire qu'il en prend plein la gueule, que ce soit physiquement, psychologiquement. Et puis, il ressent des émotions. Il est ému par la colère, il est brutal, cherche le danger, l'adrénaline ou la vengeance, on ne sait plus tout à fait. Jeté aux oubliettes le côté kitsch et comique de l'époque Moore. On verse dans l'action, dans un ton plus dramatique, un univers plus sombre, plus réaliste. On ne trouve plus vraiment de traces de sexisme ou de racisme chez le personnage, même si ses traits n'ont jamais vraiment défini James Bond, ou en tout cas sont beaucoup moins présents que d'autres, tels la virilité, la ténacité ou l'ingéniosité. Mais le succès, ou plutôt les dollars, ne sont pas assez au rendez-vous au goût des producteurs. Alors on demande à Timothy Dalton de rendre le costume, et après mûre réflexion, on l'enfile à l'Irlandais Pierce Brosnan. Son Bond s'éloigne quelque peu de celui de Dalton, en optant pour une sorte de mélange entre ceux de Connery et de Moore. Très séducteur, pratiquement invincible, mais aussi très porté sur l'humour, son Bond est à nouveau totalement indestructible, dominateur, même si par bribes on devine sous la carapace un être humain en souffrance. Avec Brosnan, Bond devient définitivement un actionneur, une figure du cinéma d'action. On multiplie les gadgets, on rallonge les poursuites, on filme des explosions encore plus grosses, le montage des bandes annonces, voire des films, est épileptique. On est déjà plus tout à fait dans des œuvres d'espionnage. Mais franchement, n'a-t-on jamais vraiment été au cinéma? En revanche, on retrouve bien l'aspect fantasmé, voire parfois délirant, de l'œuvre d'origine. Après 4 films, et alors qu'un 5e est prévu,
Pierce Brosnan est pourtant remercié. La franchise s'essouffle un peu, faut jouer avec les fluctuations de la machine à cash, se disent les producteurs. Il est loin le temps où la saga était seule au monde. Les concurrents se sont multipliés et ont pris du poids, au point que James Bond au cinéma est devenu à peine un élément parmi d'autres d'un peloton désormais ultra fourni de franchises de films d'action, qui saturent le paysage cinématographique des années 2000. Il est donc l'heure de s'extirper de ce peloton, de s'élever à nouveau au-dessus des autres, à la place que la franchise et le personnage méritent. Et pour cela, les producteurs décident d'injecter du sang neuf et de procéder à de sérieux ajustements. Quand Daniel Craig reprend le costume, c'est pour incarner un Bond plus proche de celui de Lazenby, de Dalton, et en fait de celui des romans. De plus, on parle d'un soft reboot, comme ils disent au pays de Snoop Dogg. On oublie tout ce qui a été fait dans les films précédents et on repart d'une feuille blanche en quelque sorte. Mais on garde quand même Judi Dench en M, hein. Les gens l'aiment bien. Et puis peut-être le plus important, pour la première fois, les films ne se déroulent plus tel un feuilleton, mais proposent un véritable arc narratif, depuis les origines du personnage jusqu'à sa fin. Le tout étalé sur 5 longs métrages. Forcément, la personnalité de Bond évolue avec son âge, avec les films, qui jouent avec les codes de la saga, et explorent, voire inventent parfois, des lignes inédites dans la biographie du personnage. Au final, ce Bond est, de loin, le plus tourmenté, le plus fragile, le plus humain de tous, et disons-le, le plus réaliste d'une certaine manière, même s'il continue d'évoluer dans un univers fantasmé. Certains ont adoré cette nouvelle voie, certains ont détesté, comme avec chaque nouvel acteur en fait, car aucun n'a fait l'unanimité. Mais tous, sans exception, ont participé à construire cette figure, ce personnage de James Bond au cinéma. Et du coup, que peut-on en conclure? Qui est James Bond dans les films? Ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, le James Bond des films est devenu, dans l'imaginaire collectif, l'archétype de l'agent secret, ce qui était d'ailleurs l'objectif de Fleming avec son personnage. The Spy Story to end all spy stories. Les livres d'espionnage qui enterreront tous les autres livres d'espionnage. Et qu'on le veuille ou non, James Bond est un personnage qui fait clairement partie de la culture mondiale, une figure reconnaissable, connue de tous ou presque. Et pourtant, le monde où il est né, le monde d'où il vient, n'est plus, ou a drastiquement évolué. La guerre froide, sous sa forme de l'époque, est un lointain souvenir. Les enjeux ont changé depuis les années 50. Les méthodes et les gadgets aussi. Ne parlons pas des mœurs, ou des films, ni même du public. Alors, la question suivante vient tout naturellement. Comment les producteurs sont-ils parvenus, depuis 6 décennies, à attirer encore et encore les foules au cinéma avec le même personnage ? La saga James Bond au cinéma est, à plusieurs titres, exceptionnelle. Elle a longtemps été, et reste encore, sous certains aspects, une anomalie dans le paysage cinématographique mondial. Aucune saga cinématographique populaire n'a duré aussi longtemps, en gardant le même personnage en plus. Les films sont, pour la plupart, des blockbusters, ou à minima des films internationaux à gros budget, mais ne sont pourtant pas américains, et ont longtemps été indépendants d'Hollywood. Il existe dans tous les pays du monde de véritables communautés de fans de la franchise, et ce à travers toutes les générations, ce qui est très rare. Longtemps moquée par certains, car soi-disant réservée à un public masculin, adultes comme enfants, la série attire désormais un public plus large, en bonne partie féminin, même chez les plus jeunes générations, même en Chine. Que l'on aime ou pas cette saga et ce personnage, on parle bien d'un monument, qui fait depuis longtemps partie du patrimoine mondial de l'humanité, au même titre qu'Indiana Jones, Batman, Darth Vader, Harry Potter, Gandalf, Hercule Poirot, Ellen Ripley, et les autres. Ouais, c'est vrai, ça fait pas mal d'anglais et d'américains dans le lot et pas beaucoup de femmes. Mais comment les producteurs ont-ils fait vivre leur saga pendant 60 ans? Pourquoi est-ce la seule, en quelque sorte, à y être parvenue? Les producteurs de James Bond ont toujours été conscients de la difficulté de la tâche, du fait que faire survivre une telle saga à travers les décennies est pratiquement mission impossible, si vous me permettez. Ils ont été confrontés à des problématiques variées à travers les époques, sont passés par des hauts et des bas en termes de box-office et de réception critique, et ont pris des décisions parfois fortes pour redresser la barre lorsque la série battait de l'aile. Ils ont toujours été particulièrement à l'écoute des retours critiques du public afin de s'adapter dès le film suivant. Ce qu'on appelle aujourd'hui le fanservice, hein. James Bond est une saga très portée sur le fanservice. Mais on peut avancer d'autres hypothèses, plutôt solides, pour expliquer cette réussite. Déjà, comme on l'a vu, les interprètes de James Bond ont toujours été au minimum bons, voire excellents. Ensuite, ce succès peut s'expliquer par le fait que la saga tient plus du feuilleton que de la série. Il n'y a pas d'arc narratif global, pas d'évolution du personnage à proprement parler. Ce qui permet de ne pas flinguer bêtement la saga en se plantant sur le scénario d'un épisode. Si on exclut Au service secret de la majesté et les films avec Daniel Craig, tous les autres sont des épisodes de feuilleton, indépendants.
On retrouve toujours James Bond dans la même situation au début du film, et on le laisse toujours dans la même situation à la fin, tout en étant passé par le même genre de situation entre-temps. Aller voir un film de James Bond au cinéma, c'est un rendez-vous régulier, un plaisir anticipé, une sorte de cocon quelque part rassurant puisqu'on sait à quoi s'attendre, et qu'on sait que d'autres épisodes suivront. C'est un petit bonbon, au parfum d'enfance pour beaucoup, dont on connaît déjà le goût par cœur, et dont on espère apprécier les petites subtilités, les assaisonnements, les touches de saveur, du nouvel opus, ou du nouvel acteur. Les films sont rarement mémorables, mais rarement minables non plus. Certes, aucun James Bond n'a révolutionné le cinéma, mais aucun ne nous l'a promis. En revanche, tous nous ont promis une aventure de James Bond, j'ouvre les parenthèses, originale, nous faisant voyager, visiter des cartes postales, affronter des méchants pas beaux, et être sauvés à la fin par le héros. Et tous, sans exception, ont tenu cette promesse. Certes, pas folle, mais qui permet aux spectateurs de se montrer tolérants sur les points faibles du film, à savoir généralement raccourcis scénaristiques, jeu d'acteurs approximatifs, choix artistiques discutables, effets spéciaux poussifs, enjeux peu captivants, et mauvais goût assuré, surtout pendant l'ère Moore. Voici peut-être le secret principal du succès de James Bond, le fait de toujours retrouver le même goût, quelle que soit l'époque, quels que soient les acteurs et les équipes de tournage, que le film soit bon ou raté, retrouver le goût, la saveur James Bond. Et pour retrouver ce goût, les producteurs ont une recette qu'ils appliquent scrupuleusement depuis le succès des premiers films. Cette recette est bien connue, la voici. Déjà, l'acteur et le réalisateur doivent être originaires du Commonwealth, pour coller à l'esprit britannique du projet. Ensuite, pas d'acteur superstar pour incarner James Bond, du moins au moment de leur embauche. L'acteur doit endosser le costume de James Bond, et pas l'inverse. De même, pas de réalisateur superstar, qui pourrait chercher à mettre sa patte personnelle sur l'épisode. Plutôt préférer des réalisateurs de second plan, disposés à se fondre dans le ton global de la série. Ensuite, pas de prise de risque sur les terrains politiques, religieux ou idéologiques. L'objectif des producteurs de la saga, comme les autres producteurs, a toujours été le même. Gagner un maximum de dollars. La stratégie consiste donc à naviguer subtilement selon les époques, les mœurs et les sujets d'actualité, ainsi que les retours du public, afin de s'adapter à chaque épisode et d'éviter toute polémique majeure, forcément néfaste. Enfin, avant chaque opus, les producteurs posent 2 questions aux scénaristes. De quoi le monde aura-t-il peur dans 2 ou 3 ans, quand le film sortira? Quels sont les défis émotionnels et personnels auxquels James Bond devra faire face? Cela leur permet, disent-ils, de ne pas reproduire toujours le même film à l'identique. Quant au scénario, eh bien, au début de la saga cinématographique, les scénaristes s'appuyaient, souvent très librement, sur les livres. Et depuis que tous ont été plus ou moins adaptés, il s'agit de scénarios dits originaux. Mais entre nous, le scénario n'a pas une importance capitale dans les James Bond. Disons que c'est assez récent qu'on y accorde réellement de l'importance, depuis l'époque Dalton environ. Et puis il faut avoir conscience qu'avant même de commencer à écrire le scénario d'un James Bond, une bonne partie est déjà imposée d'office. Je parle là des derniers ingrédients de la recette, l'assaisonnement, disons. Regroupons ces ingrédients, cet assaisonnement, sous le nom générique Formule James Bond. Cette formule a été créée puis enrichie avec l'enchaînement des films, mais il faut dire que la plus grande part est présente dès le tout premier, James Bond contre Dr. No, ce qui est tout à fait remarquable d'anticipation. Et depuis, cette formule est reprise dans chacun des épisodes de la saga. De quoi est-elle composée, cette formule? De grosses voitures, de gadgets. Il y en avait déjà un tout petit peu dans les romans, mais ils sont vraiment indissociables des films. De certains personnages récurrents, de méchants très méchants, de répliques cultes, toujours répétées, de décors démesurés, flirtant parfois avec le ridicule, d'éléments de réalisation codifiés, de placements produits, de poursuites en bagnole, en moto, à pied, en bateau, en avion, en hélico, en jet ski, ou en ski. Il faut des explosions, de grosses explosions, plein d'explosions, surtout sur la fin. Toujours plus gros. C'est un leitmotiv récurrent assez révélateur dans les bandes annonces des films, surtout les anciens. Et puis bien sûr, il y a les James Bond Girls, 2 généralement, ainsi que la musique, bien sûr, les principaux thèmes de James Bond, évidemment, à chaque fois revisités, mais aussi toujours un titre phare, toujours différent, pour le générique de début, et qui, si possible, fait 1-1. Mais si, une montée qui descend à la fin.
Skyfall, j'aime le crumble, c'est incroyable, great if it's an angry, Et puis, un épisode de James Bond, c'est toujours la même chose. Ça commence par une scène pré-générique, toujours plus spectaculaire, où Bond casse des culs. Et puis il y a le gun barrel, le générique de début. Vient alors le traditionnel briefing avec M, la scénette avec Moneypenny, les premiers indices, la première coucherie avec une proche de l'ennemi qui fait avancer l'enquête, les escarmouches avec les méchants secondaires, puis avec le méchant principal, qui lui paye le champagne et lui présente sa femme sexuellement insatisfaite. Explosion, combat, révélation, re-explosion. À un moment donné, James Bond galère et on a un peu peur pour lui, mais pas trop parce qu'il s'en sort toujours à la fin. En chemin, on fait connaissance avec la James Bond Girl principale, qu'il rencontre dans l'un des 3 à 5 pays visités dans le film, et avec qui il couche dans un palace 8 étoiles. Bon, bien sûr, il y a un peu d'enquête, on reste dans de l'espionnage en théorie. On a droit à quelques surprises, trahisons et autres rebondissements, bien sûr à une ou plusieurs courses-poursuites, avec des explosions, plein d'explosions, ainsi qu'une grosse baston contre un homme de main méga balèze. Et puis, vers la fin, James Bond débouche dans le décor final, généralement une gigantesque base secrète truffée d'employés armés qui ne savent pas tirer. Le méchant Pabot, il dévoile bêtement son plan diabolique. James Bond fait preuve de ruse et leur botte les fesses à tous. Boum, boum, explosion, explosion, explosion. Il sauve le monde, répare les injustices. Grosse explosion finale. Et le film se termine alors qu'il entame une histoire d'amour avec sa conquête de l'épisode. Une idylle parfaite que le spectateur sait pourtant sans lendemain. Et James Bond conclut avec une superbe dernière punchline à l'humour tout britannique. Si possible, un peu grivoise. Et voilà, la recette est pas complexe, hein, c'est sûr. Et encore une fois, elle permet pas d'accoucher de chef-d'œuvre. Ou alors, par miracle. Mais depuis 60 ans, et 25 films, la machine James Bond tourne, et elle tourne encore, et rapporte suffisamment de dollars pour continuer à tourner. C'est devenu une très grosse machine avec le temps, très bien rodée, avec plein de modules plus ou moins indépendants qui s'activent dès que l'ordre de lancement est donné. Et quand les producteurs signent ou re-signent l'acteur principal, ils donnent cet ordre. Ils appuient sur le bouton, toutes les petites fourmis se mettent à travailler, et 2 à 3 ans plus tard, dans les productions modernes, avant c'était plus court, le nouvel épisode de James Bond sort au cinéma. Une machine, je te dis, avec plein de petits rouages. Une machine bien huilée. Cette mise en contexte étant faite, abordons le cas de James Bond 25, Mourir peut attendre, et remontons quelques années en arrière. Fin 2015, le 24e épisode des aventures de James Bond, 007 Spectre, sort dans le monde entier au cinéma. Non, tu sais quoi? Remontons un peu plus loin. Fin 2002, le 20e épisode des aventures de James Bond, Meurt un autre jour, sort dans le monde entier au cinéma. Pour cet opus, les producteurs ont jeté leur dévolu sur Lee Tamahori, un réalisateur néo-zélandais, donc du Commonwealth, dont personne dans le projet ne voulait vraiment, mais qui déborde d'idées, comme avoir recours pour la première fois dans un James Bond à des images de synthèse, torturer Bond pendant le générique d'intro, mais aussi faire cohabiter plusieurs James Bond dans un même film, faire revenir Sean Connery dans un caméo. Les producteurs ont évidemment pas dit oui à tout, et au final, le film, en dépit de réelle qualité, est moyennement reçu par le public et ne fera pas date. Il est donc temps de changer les choses. Fin 2003, Pierce Brosnan, présent depuis 4 films, est remercié. Les producteurs prennent alors leur temps, auditionnent beaucoup de candidats, et en octobre 2005, c'est Daniel Craig qui est annoncé pour reprendre le rôle. Scandale, scandale absolu, comme à chaque changement d'acteur d'ailleurs. Les fans hurlent à la mort, le type est trop blond. Et en plus, c'était souvent pas leur premier choix. Mais surtout, au-delà de la couleur de cheveux de l'acteur, les producteurs décident de prendre un risque inédit, de se lancer dans un jeu potentiellement lucratif et dangereux. Albert Broccoli s'y était toujours refusé, et ses successeurs ont résisté à un temps, mais finissent donc par craquer. Ils décident, comme toute bonne franchise hollywoodienne le ferait, de rebooter la saga. D'effacer tout ce qui a été fait avant, de l'archiver quelque part dans une réalité parallèle, et de repartir de zéro, en proposant quelque chose de nouveau. Du coup, les scénaristes s'en donnent à cœur joie. Ils s'emparent du dernier roman de Fleming, inexplicablement pas encore adapté au cinéma, Casino Royale, et nous racontent la naissance de Bond, son accréditation en tant que 00, ainsi qu'une histoire d'amour et de trahison terrible avec Vesper Lynd, tout en introduisant le Spectre, Felix Leiter, et en modernisant les enjeux bondiens classiques. L'équipe qui entoure Bond est rajeunie, féminisée,
Les nouveaux Q et Moneypenny ne sont pas encore de la partie. La réalisation est soignée, le scénario particulièrement travaillé. On s'amuse à jouer avec les codes bondiens, avec subtilité et respect. Résultat, le film sort fin 2006, et c'est le jackpot. Il rencontre un fort succès, et est excellent. Clairement l'un des meilleurs James Bond. Le second film de l'ère Craig, Quantum of Solace, est lancé dans la foulée. Il s'agit d'une suite directe à Casino Royale, ce qui n'avait jamais été fait dans un film de la saga. Définitivement, la série se démarque donc du feuilleton et se lance dans un véritable arc narratif. Mais problème, vient de débuter aux États-Unis une grève massive des scénaristes. Rien qui ne puisse cependant arrêter la machine James Bond quand elle est lancée. Il y a des dates à respecter, des dollars à faire, et une fois encore, le scénario n'est qu'une infime partie du tout. Un rouage. Le tournage débute donc sans scénario final. Les dialogues sont souvent écrits à l'arrache, au dernier moment, sur les lieux du tournage, parfois même par les acteurs eux-mêmes. Résultat, quand le film sort, fin 2008, il est logiquement imparfait, a de gros défauts, mais également de vraies belles qualités. Et surtout, il a malgré tout ce fameux goût de James Bond. Pour le troisième film de l'ère Craig, Skyfall, les producteurs font une entorse à leurs propres règles et décident de faire confiance à un réalisateur de premier plan, Sam Mendes. De plus, essayant d'apprendre de leurs erreurs passées, les producteurs optent pour des timings moins serrés et accordent plus de temps aux phases d'écriture, de préparation et de tournage. Et ce qui devait arriver arrive, les scénaristes scénarisent, le réalisateur réalise et applique sa patte sur le film. Résultat, le long métrage sort fin 2012 et est un véritable carton, critique, populaire et financier. C'est même le film le plus rentable de la saga, le premier à dépasser le milliard de dollars. Formellement, en termes de réalisation, c'est le plus beau film de la saga. Au niveau du scénario, en plus de créer habilement des ponts avec les deux films précédents, Skyfall nous fait plonger dans l'intimité et dans le passé de Bond, en jouant comme jamais auparavant avec l'aspect humain du personnage. Il est torturé, impacté par ses émotions, et il n'est plus infaillible. Pour la première fois, on a parfois réellement peur qu'il ne s'en sorte pas. Les producteurs sont euphoriques. La méthode, le risque pris, a porté ses fruits. Les spectateurs ont pu découvrir un Bond beaucoup plus humain, plus réaliste d'une certaine manière que ses prédécesseurs, plus proche d'eux, et cela a attiré une nouvelle large frange du public, jusque-là réticente à la saga. Mais surtout, les producteurs sont euphoriques, car pour la toute première fois, ils ont atteint le milliard de dollars, cette barre si importante à Hollywood. Et la source semble ne demander qu'à être exploitée. Le public en réclame plus. Oh ben on va lui en donner. Daniel Craig déclare hésiter et obtient un gros chèque pour rempiler. Sam Mendes reprend également du service à la réalisation. Et cerise sur le gâteau, la saga se permet le luxe d'accueillir le très populaire Christoph Waltz pour jouer le méchant non moins mythique Blofeld. Un personnage déterré du passé par les scénaristes, très connu des fans de la série, sorte d'ennemi juré de James Bond, de la période Connery, Lazenby, Moore, et qui apparaissait également dans quelques romans. Les producteurs sont au bord de l'orgasme et rêvent de nouveaux milliards. Vous avez aimé ça, un James Bond plus humain, un James Bond plus proche de vous. Vous en redemandez du drama et de l'émotion, c'est ça? Eh ben vous allez être servis les petits cocos. Déjà, on va coller à James Bond un nouveau supérieur, qui va lui casser les pieds au bureau, comme vous, les vrais gens dans la vraie vie. Et puis, il y a des personnages qui vont faire rien qu'embêter James Bond. Ils vont lui dire qu'il est trop vieux, tout ça. Révolté par tant d'injustices, et tel que toute ménagère de moins de 50 ans aimerait avoir le courage de faire, Bond va alors se rebeller contre ce système oppressif, et contre ses patrons, visiblement aux fraises, comme tous les patrons du monde d'ailleurs, selon les sondages commandés par les producteurs avant l'écriture du film. Notre héros va donc décider de prendre tous les risques pour sauver le monde, parce que c'est un gentil, et que comme tous les vrais gentils, il est courageux, quitte à désobéir à ses supérieurs, comme un collégien qui suivrait pas les ordres idiots de son prof. Ah, c'est subversif. Et puis bien, on dirait même que la méchante organisation très méchante, en fait, elle aurait voulu du mal à James Bond depuis le début. Et elle aurait assassiné en secret tous ses proches de tous les 3 films d'avant, sans qu'on n'en ait jamais rien su. En fait, ça serait une organisation, elle serait tellement secrète que même James Bond, il aurait rien compris avant. Du coup, ça serait une histoire où tout serait lié depuis le début. Ça serait terrifiant. Oh, puis viens, j'ai une idée complètement dingue. On dirait que le grand méchant, là, Blofeld, le méchant mythique de la saga, en fait, ça serait le frère de James Bond.
fin 2015, le 24e épisode des aventures de James Bond, 007 Spectre, sort dans le monde entier au cinéma. À la surprise générale, le succès du film est relatif. Une sorte de pétard mouillé. Les critiques sont mitigées, les chiffres au box-office restent corrects, mais contrairement à son prédécesseur, il n'atteint pas du tout le milliard de dollars. Bon, peu importe. Il y aura forcément une suite de toute façon. Le potentiel commercial reste excellent, Craig, sans faire l'unanimité, est globalement très apprécié dans leur rôle, et surtout, pour la toute première fois de l'histoire de la saga, il y a un arc narratif en suspens, un arc narratif à moitié foiré. Le problème, c'est que les scénaristes sont coincés. Ils ont plus le choix, il faut bien qu'ils continuent à raconter cette histoire, à tenir compte de ce qui a été fait. La saga traverse alors ce que tant d'autres sagas ont traversé avant elle, genre la Guerre des Étoiles, mais tellement d'autres. Décider de rebooter une œuvre pour essayer de surfer sur le succès de l'œuvre de base et essayer de faire des dollars, c'est bien. Mais le problème, ça implique d'écrire des scénarios. Et quand les scénaristes changent à chaque film, que personne n'est chargé de chapeauter le tout, de veiller à la cohérence globale, à la linéarité entre les épisodes, c'est pas si étonnant de finir par se planter, quoi. Pourtant, comme on disait plus tôt, le scénario en tant que tel a toujours eu une importance relative, voire secondaire dans le contexte de la saga James Bond. Il s'agit d'un simple rouage parmi d'autres. Ce rouage n'est pas très important en plus dans un contexte de feuilleton. Si un épisode est mal écrit, c'est pas grave, on passe au suivant. Mais à partir du moment où on s'engage dans une histoire suivie, dans un arc narratif sur plusieurs épisodes, le scénario revêt soudain beaucoup plus d'importance. Si le scénario de l'épisode est mauvais, le public n'ira pas voir la suite. C'est mathématique. Alors question, qu'ont fait les producteurs de James Bond du coup? À ton avis, qu'ont-ils appris de leurs erreurs passées cette fois-ci? Qu'ont-ils changé? La réponse est rien de spécial. Comme on l'a vu, c'est une grosse machine, James Bond, quand elle est lancée. Le feu vert pour James Bond 25 est donc lancé courant 2016, et les petites fourmis commencent à s'activer. En mars 2017, les scénaristes officiels de la saga depuis quelque temps, Neil Purvis et Robert Wade, se mettent à l'ouvrage et posent les premières bases d'un script. Pour sa part, Daniel Craig déclare à nouveau hésiter à rempiler, jusqu'à obtenir suffisamment de zéros sur son chèque. Et côté réalisation, après avoir envisagé de nombreux candidats, c'est Danny Boyle qui est embauché, février 2018, pour une sortie prévisionnelle du film en novembre 2019. Boyle débarque avec son scénariste habituel, John Hodge, et propose de sérieusement retravailler, voire laisser tomber la version de Purvis et Wade. Et au final, c'est Boyle et Hodge qui quittent le projet, en août 2018, officiellement pour différents artistiques. Même pas 1 an et demi avant la date de sortie théorique du film, et 4 mois avant le lancement théorique de la production et du tournage. Pour le remplacer, les producteurs optent dès septembre 2018 pour Cary Fukunaga, un Américain. Ouais, les entorses aux traditions se multiplient, décidément, mais il faut dire qu'on manque de temps, là, et qu'on doit à peu près repartir de zéro. La date de sortie du film est donc repoussée à février, puis avril 2020, car les semaines et les mois suivants, les producteurs font appel à des scénaristes dans tous les sens. On remet Purvis et Wade sur le coup, Paul Haggis retravaille intégralement le scénario de Boyle et Hodge, fin 2018, puis Scott Burns réécrit tout à son tour, mais quitte le navire en février 2019, sans avoir tenu les délais ni terminé le script. Cary Fukunaga parvient tout de même à proposer un synopsis aux producteurs, début 2019, qui, a priori, sont enthousiasmés. C'est dans ces conditions que débute le tournage, début mars 2019. C'est le moment que choisit Daniel Craig pour pousser à l'embauche d'une nouvelle scénariste, Phoebe Waller-Bridge, afin de retravailler le script et d'y ajouter un grain de folie et un peu d'humour. L'acteur commence d'ailleurs à y mettre sa patte personnellement. Le scénario continue donc d'être écrit pendant le tournage, et même après. En mai, Daniel Craig se blesse. En juin, une explosion en hommage à un décor et touche plusieurs membres de l'équipe. Les emplois du temps des acteurs ne permettent pas que Craig et Malek, le grand méchant du film, tournent ensemble. La scène pré-générique du film est mise en boîte en septembre. Bref, c'est la merde, tout le monde est à la bourre. Le tournage principal se termine fin octobre, tout juste à temps pour alimenter les premières bandes annonces. En novembre, Dan Romer, embauché pour composer la musique du film, quitte le projet, officiellement pour différents artistiques. Des tournages additionnels ont lieu jusqu'à fin décembre. La post-production des films hollywoodiens modernes demande généralement entre 6 mois et 1 an. Sur James Bond 25, ce sera 3 mois. En janvier est choisi le titre musical officiel du film, de l'artiste Billie Eilish. Et rare bonne nouvelle dans ce merdier total, c'est Hans Zimmer qui composera la musique. Il reste très peu de temps, quelques semaines, quelques jours. Ça pue. Cary Fukunaga commence même par avance à s'excuser dans les médias. Ça pue très fort. Tous les signaux sont au rouge.
vif. Et pourtant, miraculeusement, le film est terminé à la date prévue, juste à temps, pile poil, pour le début de la pandémie de Covid-19, qui repoussera, ironiquement, la sortie du film de près d'1 an et demi. Et donc, au final, le film sort au cinéma entre septembre et octobre 2021, selon les pays, et comme je le disais tout à l'heure, divise critiques et spectateurs, notamment à cause de son scénario. Quelle surprise, non? Regardons, en détail, pourquoi. Parce qu'on n'arrête pas le progrès sur la chaîne Guillaume se livre, le résumé qui suit sera agrémenté d'images tirées du film, ou plutôt des différentes bandes annonces. Lorsque je mettrai ce genre de photos, c'est que les scènes ou les personnages n'apparaissent pas dans les bandes annonces. Allez, c'est parti. Et désolé par avance du ton parfois un petit peu cynique de ce qui va suivre. Le film ouvre donc sur une scène qui dénote avec les pré-génériques traditionnels de la saga, car elle ne concerne pas James Bond. Il s'agit d'un souvenir du passé de Madeleine, alors qu'elle était enfant. On apprend ce qu'on savait déjà, à savoir que son père est Monsieur White, un ancien ennemi de Bond faisant partie du Spectre, un personnage récurrent depuis Casino Royale. Dans son souvenir, on voit la mère de Madeleine être assassinée par un certain Lucifer Safin, qui sera, à n'en pas douter, le grand méchant de ce film. La petite Madeleine, parce que c'est une femme, donc un personnage badass, flingue le méchant. Mais comme c'est le grand méchant du film, donc un personnage badass, cela ne permet que de le faire s'évanouir 2 minutes. Après une petite poursuite dans la neige, Safin rattrape Madeleine, mais, contre toute attente, la sauve d'une terrible noyade. Pan! Madeleine Swann se réveille. C'était un rêve, ou plutôt un souvenir. Elle est adulte maintenant, et c'est la meuf de James Bond. Pardon, James Bond est le compagnon de Madeleine Swann. Madeleine Swann, a priori le personnage principal de ce nouvel épisode, est donc en voyage en Italie avec son copain, son mec, un très gentil garçon. Un jour, celui-ci se rend sur la tombe de Vesper Lynd, une ex maléfique décédée. Mais surprise, il s'agit d'une embûche tendue par le méchant numéro 2 du film, à l'œil bionique. Bond s'enfuit, course-poursuite, il retrouve Madeleine, la confronte, la suspecte de l'avoir trahi. Après être parvenus à s'enfuir ensemble, Bond reçoit un coup de fil de Blofeld, pourtant censé être en prison, qui lui dit que Madeleine est une felonne. Alors que c'est pas possible, c'est une femme. Mais Bond est un homme, ce qui est synonyme d'un peu con, et prétendument viril en plus, donc vraiment con. Du coup, il fait confiance comme un abruti à son pire ennemi, / frère, dépose Madeleine à la gare et la jette comme une vieille chaussette. Grâce à une subtile astuce de réalisation, tous les spectateurs ont compris qu'elle était enceinte de James Bond. Sauf lui, ce lourdeau. Générique. Mou. 5 ans ont passé. Obrouchev, un scientifique russe très suspect, puisqu'il déclare pour rigoler à qui veut l'entendre qu'il souhaite assassiner le monde entier, travaille aux 35 heures dans un labo du MI6. Il est alors enlevé par le méchant numéro 2, qui n'a pas pris une ride en 5 ans. Pas de chance, Obrouchev travaillait sur Héraclès, un projet top secret d'armes biologiques, développé par le MI6, des services secrets anglais donc, capable de cibler certains ADN et qui se transmettrait comme un virus dans la population en épargnant les porteurs intermédiaires jusqu'à atteindre et tuer sa ou ses cibles. Pendant ce temps, James Bond coule des jours de retraité heureux avec sa brosse à dents dans la villa de Ian Fleming en Jamaïque. Apparemment, il a fait vœu de silence et de chasteté, ce qui colle vraiment bien avec l'idée qu'on peut se faire du personnage. Il est alors contacté par Felix Leiter, de la CIA. Leiter, une ancienne connaissance professionnelle qui travaille avec H, un collègue franchement suspect. On découvre à cette occasion que Bond et Leiter sont en fait de super potes, qui se connaissent par cœur et aiment boire des bières ensemble dès qu'ils le peuvent, ce qui peut surprendre étant donné qu'ils ne se sont croisés que 3 fois lors des 4 films précédents. Leiter demande à Bond de retrouver Obrouchev, et Bond refuse parce que... Et puis soudain, il rencontre Nomi, une agente du MI6, en quelque sorte sa remplaçante, puisqu'on lui a attribué son matricule 007. Elle lui parle à son tour du projet Héraclès, lui demande de ne surtout pas intervenir. Du coup, Bond décide d'intervenir et d'aider Leiter, parce que... Direction Cuba pour James Bond, qui est donc finalement peut-être le personnage principal de ce film. Il rencontre la première James Bond girl, Paloma, collègue de Leiter, délicieuse et badass, qui fait autant de dégâts qu'une armée entière alors qu'elle pèse 45 kg et n'a que 3 semaines d'entraînement. Le spectateur, jusque-là anxieux dans son fauteuil, commence alors à se détendre. Il avait peur d'être parti sur une histoire sérieuse, un grand film, peut-être même un chef-d'œuvre, mais il n'en sera rien. On est bien dans un James Bond classique, avec un scénario bancal, des personnages peu crédibles et un univers fantasmé. Le film peut continuer.
James et Paloma infiltrent une réunion ultra secrète de Spectre en présentant un carton d'invitation. Surprise, on la laisse rentrer. Re-surprise, c'est Blofeld qui anime la réunion depuis sa prison, visiblement par magie, puisque ce mystère ne sera jamais résolu. Re-surprise, Bond est démasqué. Blofeld ordonne que l'agent 007 soit tué, mais pas par arme à feu, non, ça serait trop simple et trop efficace. Plutôt en relâchant dans l'atmosphère un virus poison nanorobotique, spécialement dédicacé pour l'ex-agent secret britannique. Mais re-surprise, mais jusqu'où s'arrêteront-ils? En fait, James Bond ne meurt pas, mais tous les autres invités, oui, dans d'atroces souffrances. À part Blofeld et le terrible méchant numéro 2, l'entièreté de la terrible menace Spectre, terriblement menaçante depuis plusieurs films, et qui menaçait de finir par devenir vraiment menaçante, vient d'être éliminée en 30 secondes. Bond et Paloma, qui n'ont pas le temps de s'en émouvoir, capturent Khrouchtchev et retrouvent Leiter et H. Et on va alors de révélations qu'on n'avait pas vu venir à retournements de situation plus originaux les uns que les autres. Tadam! En fait, Khrouchtchev le suspect est un traître et travaille pour Safin. Retadam! Le méchant numéro 2 aussi, devine-t-on, puisqu'il s'en sort vivant, c'est qu'il n'était pas un membre du Spectre, mais un agent infiltré par Safin. Retadam! H le suspect était également un traître et travaille également pour Safin. H flingue donc Leiter, piège Bond et s'enfuit avec Khrouchtchev. Le combo royal. Bond voit donc crever dans ses bras comme une merde Félix, plutôt son super pote Félix, son ami de toujours, son frère, son âme sœur en fait. C'est triste, mais ainsi va la vie. Du coup, Bond se rend à Londres, parce que le spectateur, dans son siège, est un peu sonné. On n'est même pas à la moitié du film, et on vient de manger dans la gueule plus de coups de théâtre et de rebondissements qu'on a eu de lignes de dialogue. Mais pas le temps de souffler. Le film ne peut pas se permettre de laisser le spectateur souffler. Ça serait prendre le risque que son cerveau connecte, qu'il dispose de 2 secondes pour réfléchir à l'intrigue, et se rendre compte que pas grand chose ne va, et que plus le film avance, moins ça va. Entre alors en scène Nokia et Moneypenny Sherry, dont il faut profiter car on ne les reverra plus trop par la suite. Transformés pour cet épisode en personnages fonction, et alors qu'ils n'ont aucune autorité en la matière, ils se débrouillent pour organiser une baston de regard entre Bond et Blofeld en prison. Puis bon, peut-être que Blofeld peut les rencarder sur où est Khrouchtchev, sait-on jamais. Un miracle, un Deus Ex Machina, un raccourci de scénario, tout peut si vite arriver dans ce film depuis le générique. Et là, tadam! Putain, le cœur du spectateur survivra-t-il à autant de rebondissements? En fait, je crois que l'histoire de ce film, c'est l'histoire de 8 scénaristes qui proposent chacun 10 idées et coups de théâtre, et ensuite toutes les idées sont conservées et mises dans le film, sans que personne par contre n'écrive le scénario. Bon, donc, tadam, retadam. C'est reparti, et là, vous êtes pas prêts. Tadam! H convainc le méchant numéro 2 de travailler pour Safin, ce qui signifie que ce n'était pas déjà le cas auparavant. Incroyable. Tadam! Le pied qui s'occupe de Blofeld est Madeleine Swann. Tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Cette coïncidence est totalement folle, impensable même. Ceci dit, ça tombe vraiment super bien. Ça arrange grave les affaires des scénaristes, qui s'étaient, il faut dire, un tout petit peu mis dans la merde jusque-là. Tadam! Madeleine Swann est donc finalement bien le personnage central de ce film. Tadam! Safin retrouve Madeleine. Comment est-ce possible? Quels sont ses secrets, ses moyens? On ne sait pas, et cela le rend vraiment badass. Tadam! On apprend en fait que Safin et Madeleine ne s'étaient jamais revus depuis 20 ou 25 ans. On aurait pu imaginer que les deux étaient restés liés depuis 25 ans, depuis cet incroyable épisode. Qu'il existerait une sorte de relation ambiguë entre les deux. Bah non, pas du tout, non, y a rien. Tadam! Safin injecte le virus à Madeleine afin de tuer Blofeld, et donc pour finir de se venger du Spectre, qui a jadis tué sa famille. Bond retrouve Madeleine à la prison. Et lui, qui ne perd jamais son sang-froid et ne commet jamais d'erreur stupide, eh bien, perd son sang-froid et commet une erreur stupide. Madeleine a soudain une bouffée de chaleur. Bond la touche bêtement et chope le virus poison, puis enchaîne avec une seconde erreur stupide et le refile à Blofeld, qui décède comme une merde après 47 secondes d'apparition à l'écran, juste après avoir eu le temps d'expliquer que Madeleine est innocente depuis le début. C'en est fini de l'organisation Spectre, si terrifiante, qui nous avait été teasée depuis plusieurs films et qui, sincèrement,
n'allait pas tarder à nous faire frissonner, d'ici quelques films à peine. Mais désormais, la grande menace, c'est Safin, dont on ne sait à peu près rien. Ni de ses plans, ni de son organisation, ni de ses moyens, son histoire, ses ressources, ses alliés, ses motivations, sa personnalité... La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a une mauvaise peau, des yeux ronds, et qu'il s'appelle Lucifer, comme le diable, et Safin, comme le tennisman glandeur russe. Rien d'autre. Et cela en fait un personnage proprement terrifiant. Surtout qu'en plus, on ne le voit presque jamais à l'écran. Le spectateur, recroquevillé dans son siège, débordé par tant de tensions, tant de suspense, de rebondissements, de violence émotionnelle et de menaces invisibles, songe alors à quitter la salle. Hélas, il ne peut pas. Ses enfants, ses couillons, ont l'air d'apprécier le film. Enfin, à part ceux qui se sont endormis. Et ils insistent pour rester jusqu'à la fin. Les fous! C'est le moment que choisit l'héroïne du film pour retourner dans sa maison d'enfance, en Norvège. La maison du carnage traumatisant du début. Mais bientôt, son ex-copain la rejoint, lui dit qu'il l'aime d'amour, et découvre qu'elle a une fille âgée de 5 ans, mais qui n'est pas de lui. Non, chronologiquement ça ne tient pas. Madeleine est un peu perdue, mais elle aime aussi son ex, et finit par lui livrer son lourd secret. Un secret plus lourd qu'une montagne, le plus grand secret de tous les temps, et qu'il lui était évidemment impossible de révéler avant. Il y a longtemps, Blofeld a ordonné au papa de Madeleine de tuer les parents de Safin. Du coup, celui-ci s'est vengé sur le spectre. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! C'était vraiment un trop lourd secret à porter. Ça va beaucoup mieux pour Madeleine. En plus, son copain l'aime quand même et veut la reconquérir. Parce qu'elle est vraiment différente de toutes les autres grognasses qu'il a croisées depuis 24 films. Alors, dans un moment de félicité, le couple se rabiboche. Mais pas au point de coucher ensemble, hein, non plus. Faut pas déconner, on n'est pas dans un film de James Bond. Mais là, surprise, retardame, une armée de méchants se ramène pour les tuer. Bond les défonce, mais hélas, Safin enlève Madeleine et sa fille. La fille de Madeleine, hein, du tout la fille de James Bond. Heureusement, la nouvelle 007 est là. Déjà, elle lui rend son matricule, parce que ça fait plaisir aux spectateurs. Et du coup, James Bond arrête de bouder. Il fait un peu la morale à M quand même. C'est déconné de développer des virus nanorobots aux frais du contribuable, tout ça. Mais M lui dit il est d'accord. Du coup, c'est bon, tout est oublié. Et le joyeux groupe d'amis, tel une véritable famille, se remet au travail pour la Sainte Patrie. Avec l'aide de Q, enfin un personnage homosexuel, donc gentil, dans cet univers, il localise Safin sur une île du Pacifique. Ils s'y rendent en improvisant pour le fun des cascades super risquées, infiltrent la base du méchant, et découvrent qu'Obrochev, ce fumier, crée de manière industrielle des mètres cubes de virus pour tuer des millions de gens pour le compte de Safin. L'ex-nouvelle 007 est badass et défonce Obrochev, qui était vraiment méchant. Bond s'occupe de quelques hommes de main figurants, demande que soit faite une frappe aérienne sur l'île et a emmené hors de danger son amoureuse et sa non-fille. On approche de la fin, la musique crie fort et ça tire de partout. C'est badass sur badass et grosses explosions en série. Bond bute tout le monde, y compris le méchant numéro 2. Il échange de lignes de dialogue avec Safin, qui lui refile en lâche un virus mortel pour le monde entier, avant de se faire buter. C'est la merde. Bond est mourant. Il a perdu son frère et son meilleur ami, Félix. Son amoureuse avec qui il venait juste de se remettre, Madeleine. Alors il se passe un dernier coup de fil, elle lui avoue finalement que sa fille est bien de lui, pour lui foutre bien les morts. Mais en fait, il le savait depuis le début. Pour le spectateur, c'est le moment de pleurer. Tout a été prévu, calculé pour ça. Pour la première fois dans l'histoire des livres et des films, James Bond meurt. Il est explosé, pulvérisé, réduit en cendres, dispersé aux 4 vents. On ne retrouvera pas un atome de lui à la surface de cette planète. Les acteurs versent des larmes à l'écran, le spectateur en salle. Dernière scène. Tous les meilleurs amis de James Bond se sont rassemblés en mémoire de celui qu'ils considéraient tous comme un membre de leur propre famille. Non, je déconne. Non, c'est plutôt quelques ex-collègues de boulot qui ont organisé une sorte de pot de départ un peu tristoun et qui ont rien à dire vraiment parce que ils le connaissaient pas vraiment quoi. Madeleine, quant à elle, se rend sur la tombe de James Bond et commence à parler de son père à sa fille. Ton père, c'est Bond. James Bond. Générique de fin. Bond reviendra dans le prochain film. Rideau. Comme je le disais en préambule, le film divise. Je fais partie de la catégorie des déçus.
pourtant, je trouve que tout, ou presque, est bon dans ce film, en fait. Tout, sauf le scénario. Et hélas, à elle seule, cette faiblesse impacte et gâche à peu près tout le reste. Quel dommage, Madame Chombier. En plus, même si j'aime beaucoup la série de films James Bond, j'attendais pas du tout cet opus comme un dingue. Hein. J'avais pas apprécié le précédent, notamment ses choix scénaristiques, et j'avais pas un super feeling avant que celui-ci ne sorte, même si à l'époque je m'étais pas renseigné sur la production. Et puis en plus, après, il y a eu ces longs mois de report. Mais au final, ce qui me déçoit surtout, c'est qu'en fait, il y avait tout ce qu'il fallait pour en faire un très bon film. Et ou un grand James Bond. Tous les ingrédients étaient présents, tous sauf un, ce foutu scénario. La réalisation est franchement très bonne et parvient généralement à garder le spectateur en haleine pendant plus de 2h30, avec un scénario boiteux, ce qui est quand même une véritable prouesse, vraiment, à saluer. De même, les acteurs sont bons, Daniel Craig est excellent dans ce qu'il lui est demandé de faire, on trouve des références à tous les films précédents. On a, sur le papier, 2 grands méchants, l'ennemi juré, Blofeld, ainsi que celui qui va réussir à avoir la peau de James Bond. Pour les interpréter, 2 acteurs de talent, Waltz et Malek. Visuellement, le film est magnifique, la photographie est sublime, la première demi-heure est réellement époustouflante et donne l'impression qu'on est peut-être parti sur ce chef-d'œuvre. L'arc Paloma à Cuba, même s'il dénote, est également très bon, et certaines idées, certains choix scénaristiques de base sont très bien pensés. Quant à la musique, hormis le titre du générique, dont on peut discuter, elle est excellente. Et puis bon, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Ça déchire. Et pourtant, Mourir peut attendre n'est pas un grand film. Il est à peine un bon film, et il est tout sauf un grand Bond. Mais pour moi, le malaise est plus profond que ça. Des mauvais Bonds, il y en a déjà eu, des scénarios moyens aussi. Alors pourquoi celui-ci m'oppose-t-il autant de problèmes ? En fait, je résumerai les choses ainsi. Je vois 2 soucis majeurs. D'abord, on en a déjà parlé et on va en reparler, Mourir peut attendre a été tourné sans scénario final, et ça se voit comme le nez au milieu de la figure, malgré les tonnes de maquillage. Et ensuite, Mourir peut attendre n'est pas un film de James Bond, tout simplement. Ça peut paraître un peu dur de dire ça, et pourtant, c'est une sensation que j'avais déjà eue avec le film précédent, Spectre. Et celui-ci, non seulement ne corrige rien, mais va encore plus loin. Alors oui, la machine a bien fonctionné. Formellement, ça ressemble à du Bond. On a les cartes postales, les méchants, les explosions, les gadgets, les voitures, et 3000 références et clins d'œil à la saga. C'est la voiture de tel film, c'est l'acteur de tel film, c'est un hommage à tel plan, à tel accessoire, à telle ligne de tel roman. Alors oui, le scénario n'a jamais été prépondérant dans les James Bond. Mais le problème, dans James Bond 25, c'est limite pas le scénario, c'est l'absence de scénario. C'est le déficit en dialogue pertinent, le manque de lien entre les scènes, le non-développement de certains personnages pourtant de premier plan. La nouvelle 007, au Broodchef, le méchant numéro 2, on s'en bat comme dans l'an 40, on connaît à peine leur nom, on sait rien d'eux. Pareil, les habituels, M, Q, Moneypenny, on les croise à peine, alors qu'on dispose de 2h45 de film. Du coup, on se retrouve avec des personnages fonctionnants, des raccourcis de scénario énormes, des Deus Ex Machina partout, des incohérences flagrantes, des pistes dans l'enquête qui sont avancées, avant d'être totalement oubliées. On va pas se refaire chaque scène une à une, pour faire la liste de tout ce qui déconne. Mais on pourrait, franchement. Le premier tiers du film donne le change. Mais après, franchement, plus rien ne va, quoi. Personnellement, j'ai été progressivement sorti, voire expulsé du film en fait, bien avant la fin, ce qui m'a pas permis de me sentir engagé dans cette histoire et dans sa conclusion. J'ai quand même apprécié, je me répète, c'est un film avec énormément de qualité. Et puis c'était les derniers instants de Daniel Craig en James Bond, que j'ai adoré dans ce rôle. Mais l'investissement émotionnel, il y avait trop de grosses ficelles, trop d'images subliminales clignotant partout, qui me disaient « Attention, tu vas voir, tu vas être ému dans 3, 2, 1... » Maintenant. T'as vu ? Tout ça me semble tellement factice, tellement artificiel, sans déconner. Le plan de Safin, on en parle ? Le gars veut se venger de Spectre. Il attend donc un certain nombre d'années jusqu'à devenir adulte, puis décide de commencer par buter un sous-fifre, Monsieur White, celui qui a tué sa famille. Jusqu'ici, pourquoi pas. Mais bon, pas de bol, Safin a un peu merdé, il s'est mal préparé. Tu veux sortir, chaud ? Quand il se pointe chez Monsieur White, celui-ci n'est pas à la maison. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il bute sa femme. Il s'est quand même pas cassé le cul à venir jusqu'en Norvège pour rien. Est-ce que cette nana était coupable de quelque chose ? On n'en sait rien. Bref, après avoir voulu la buter aussi, finalement, Safin épargne la fille. Puis, il n'y a plus rien. Pendant 20 ans.
Soit Safin a renoncé, soit il est parti hiberner, soit c'est un clown, on sait pas trop. Au final, après 20 ans de non-tentative, tu finis par ne pas réussir à tuer Monsieur White, qui se suicide dans Spectre. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait, ce grand méchant terrifiant? Il reprend sa vengeance? Ou alors il s'arrête là? Non, il attend, à nouveau, 5 ans de plus. Cette histoire de 5 ans, de toute façon, elle est débile. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ils ont tourné le film, et après, ils ont décidé que la longueur du saut temporel, c'était 5 ans. Bref, et donc finalement, après 25 ans de non-vengeance, son seul fait d'arme, finalement, étant d'avoir abattu une femme au foyer, alcoolique, sans défense, délaissée par son mari. Après 25 ans, donc, il fait son grand retour. Et après 25 ans de lose ininterrompue, Safin tue d'un seul coup tous les membres du prestigieux Spectre dans une soirée. Open bar, déguisé. Et ensuite, il tue Blofeld grâce à un stratagème particulièrement alambiqué qui ne fonctionne que par miracle, grâce à la bêtise impromptue du fameux James Bond. Et là, au moins, on se dit du coup, le calvaire, il est terminé, quoi. Au moins, il a eu sa vengeance, le Safin. On est limite content pour lui, quoi. Le type va pouvoir retourner pioncer 25 ans dans sa grotte avec le sentiment du devoir accompli. Eh ben non! On nous parle tout à coup d'une liste de milliers de noms de membres potentiels du Spectre à travers le monde entier, dont Safin veut a priori se venger. Tu veux sortir, mon chou? Et puis... plus rien. Nouveau silence radio. Cette liste et ces gens ne sont plus jamais évoqués. En revanche, quand on retrouve Safin, plus tard dans le film, ses motivations ont drastiquement changé. Il cherche désormais à se faire de l'argent en vendant son virus à des vilains terroristes. Puis d'un coup, sans prévenir, il décide qu'il veut exterminer l'humanité entière, sans qu'on sache non plus pourquoi. Ah si, à un moment, il explique qu'il est méticuleux. Méticuleux un petit peu comme une frappe chirurgicale atomique, si vous voulez. C'est trop con, quoi. Non mais c'est trop con. Et d'ailleurs, un point de détail, comment il s'y prend le Safin pour tuer l'humanité? Il va mettre un coup de seringue avec son virus à n'importe qui dans la rue, puis c'est terminé? Mais bien sûr que non, ça serait trop simple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord tester des versions plus complexes du virus, qui permettent de cibler quelques humains bien précis, et dont il souhaite particulièrement la mort. Ensuite, il cherche à gagner des dollars en revendant son virus. Puis, suite logique, il s'attaque au seul homme du monde susceptible de l'arrêter. Et enfin, dans un dernier temps, pour boucler la boucle de la connerie, il envisage de répandre un virus qui tuera tout le monde. Et puis donc, finalement, à la toute fin, il infecte James Bond à l'arrache avec une seringue qu'il avait cachée dans son dos. C'est sûr, niveau scénario, écriture des personnages, cohérence d'ensemble, on est sur une sorte de masterclass. D'ailleurs, en quoi il y a besoin de produire des quantités astronomiques de virus, vu qu'une seule seringue suffit? Ça fait des belles images, ouais, certes. On est content, c'était pour reprendre le Poison Garden du roman On ne vit que deux fois, pour faire plaisir aux fans. Super. Allez, un autre exemple débile. La personne que l'on a choisie pour effectuer le suivi psychologique de Blofeld, patron du Spectre et plus dangereux criminel du monde, est précisément la fille d'un ex-membre du Spectre. Est-ce qu'il y aurait plus débile comme choix? J'ai beau envisager toutes les possibilités les plus stupides, non, je trouve pas. En revanche, qu'est-ce que ça tombe bien, encore une fois, pour les scénaristes, un vrai miracle. Oh, et ce fameux saut de 5 ans. Tu sais pourquoi il y a un saut de 5 ans au moment du générique du début? Ouais, c'est ça, pour absolument aucune raison. Uniquement pour laisser le temps à la fille de Madeleine de grandir assez pour mieux passer à l'écran. Une jeune enfant, c'est plus expressif qu'un bébé, quoi. C'est plus facile pour les tournages. Ah ouais, faudrait grimer tous les autres acteurs, leur donner 5 ans de plus. Mais non, t'inquiète, c'est tous Dorian Gray, en fait. Non, puis franchement, c'est vraiment con. Le spectateur qui a déjà vu quelques films dans sa vie et qui a remarqué les mouvements de main insistants de Madeleine sur son ventre en début de film, il va faire le rapprochement. Et ça, c'est ouf, parce qu'en gros, le film, il s'auto-spoil dès le début, en nous donnant d'énormes indices sur la fille de Madeleine et de James Bond. Comme ça permet que, en tant que spectateur, on n'est pas surpris au moment de la révélation qui va venir plus tard. Et donc, on va moins ressentir d'émotion. C'est vraiment une bonne idée, merci de ta prévenance, film. Bah ouais, mais t'es chiante. Allez, autre chose encore. À Cuba, pendant le team building du Spectre, qui ressemble d'ailleurs plus à une soirée libertine, d'Eyes Wide Shut, qu'à une réunion de terroristes entre nous, le virus fait dégueuler du sang et pustuler de la gueule à ses victimes. Alors pourquoi ça fait pas la même chose à Blofeld par la suite? En fait, il y a plusieurs virus. Laissez-moi deviner. Il y a autant de types de virus qu'il y a eu de scénaristes sur ce film. Allez, encore une, c'est cadeau,
Quand Bond et Leiter se retrouvent enfermés, que l'eau monte, que Leiter crève comme une merde et que Bond est sur le point de se noyer à son tour, vous avez remarqué comment il s'en sort? Ouais, en passant par une porte ouverte. On continue, on remet une pièce, mesdames et messieurs. C'est magique, on gagne à chaque fois. Le grand méchant Blofeld, qui meurt, après 5 minutes d'apparition à l'écran. Le type qui dirigeait tout depuis sa prison, mais on saura jamais comment, ni pourquoi. Marqué l'autre grand méchant du film, au final il a pas le droit à plus de 5 minutes en cumulé non plus. Ah, on aurait pu avoir un méchant ambigu, troublant, un méchant qui sauve des petites filles, qui tue des criminels, sans compter sa relation mystérieuse avec Madeleine. Mais non, que nenni. Au final, on a juste un gros méchant qui veut tuer tout le monde parce qu'il est très très méchant. Merde! Et que dire de la nouvelle 007? Une Terminator, indestructible, sans émotion, sans faille, ultra virile. Exactement ce qui était reproché à Bond. C'est marrant, non? À quoi ça sert de le remplacer par une femme si c'est pour faire la même chose mais en pire? Puis nom de Dieu, les écarts de ton d'une scène à l'autre qui témoignent ouvertement des multiples réécritures du scénario. Elle est super la scène à Cuba avec Paloma. Elle est très bien, elle est drôle, limite décalée. Mais on retrouve ce ton nulle part ailleurs dans le film. Ça fait trop bizarre. Des exemples comme ça, il y en a des centaines. Et c'est pas étonnant. Voilà ce qui arrive quand on tourne un long métrage avec un demi-script. Les fils du scénario se voient partout. La moitié des personnages sont des personnages fonction. La plupart des événements et des répliques ne sont là que pour faire avancer artificiellement l'histoire. Et ça se sent. Mais bon, à la limite, tout ça, tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de lister, ça pourrait rester acceptable. Je veux dire, un scénario, et surtout un film sous sa forme définitive, comporte toujours des facilités, des incohérences, des zones d'ombre, des faiblesses, des personnages trop ou pas assez développés. C'est sûr, ça fait chier de merder le scénario du film où James Bond meurt. On aurait préféré un meilleur méchant, un meilleur plan. Mais un scénario bâclé, c'est loin d'être la première fois chez James Bond. Regardez Moonraker ou Quantum of Solace plus récemment. Ce sont même pas les pires films de la saga, hein. Non. En réalité, le véritable problème à mon sens, ce qui m'a poussé à créer cette vidéo, c'est que Mourir peut attendre n'est pas un film de James Bond, à proprement parler. À force de trop vouloir jouer avec les codes, les producteurs et les scénaristes en ont simplement oublié de faire un film de James Bond. C'est un film d'action, c'est sûr. On y retrouve des clins d'œil bondiens, à l'appel. Il y a les clichés habituels de la saga, il y a des figures imposées, des personnages secondaires qui vont bien. Mais en revanche, où est James Bond? Et où est le goût, la saveur James Bond? Pour moi, c'est troublant. Aucun, je dis bien aucun des 23 premiers films de la saga ne m'avait fait cet effet. Même les plus mauvais, même les plus déglingués, limite parodiques avec Roger Moore. Tous goûtent le James Bond, ont la saveur James Bond. Tous mettent en scène James Bond. Mais depuis Spectre, quelque chose a changé, a cassé. Une graine de pourriture qui a germé, je sais pas, et qui a fait que se propager dans Mourir peut attendre. Tu me trouves un peu virulent, tu me crois pas? Reprenons ce que je disais tout à l'heure, à propos du personnage. Qui est James Bond au cinéma? Le personnage de James Bond est évidemment sensiblement différent, en fonction des époques et des interprètes qui l'incarnent. Mais ils partagent toujours les mêmes points communs, à savoir détermination, courage, loyauté, mystère, classe, élégance, bagou, charme, virilité, intelligence, ruse, aptitude au combat, à l'action, et en réalité à tout type de discipline et de défi, ainsi qu'à un certain flegme. Ouais, c'est une belle définition. Alors faisons le bilan. Courage, loyauté, bagou, et aptitude au combat et à l'action, bon ok. Mais bon, en fait, ça définit à peu près 100% des héros. Hein. En revanche, flegme? Pas dans ce film, non? Mystère? S'il y a bien un seul et unique personnage qui est pas mystérieux dans ce foutu film, et qui est limite trop développé, c'est bien James Bond. Il est pas mystérieux. Et puis on lit dans lui comme dans un livre ouvert. Ce qu'on y lit, c'est un grand sentimental, un peu écorché, mais au grand cœur. Ouais, James Bond, ouais. Intelligence? Ruse? Comme par exemple le moment où il déconne, en touchant tout le monde et en provoquant la mort de Blofeld, alors qu'il sait pertinemment qu'un dangereux virus nanorobot circule. Ou alors, un peu plus tôt dans le film, quand il décide comme un débile de faire confiance à Blofeld plutôt qu'à Madeleine. Ou peut-être quand il se fait démasquer comme un bleu à la réunion du Spectre. Bordel, le mec est même pas capable de se rendre compte que sa copine est enceinte. Et tiens, lui qui est censé être si fort en calcul mental, il n'arrive même pas à compter sur les doigts de sa main pour se rendre compte que le nombre d'années depuis leur rupture correspond à l'âge de la fille de Madeleine. Rusé? Intelligent? Pas de ouf, quoi. Charme et virilité, alors? Ah bah non, hein, encore raté. Je suis un peu dur. Évidemment qu'il a du charme, James Bond. Par contre, la virilité, c'est mal en 2021. Du coup, on a retiré à James Bond ce trait de caractère. Du coup, il fait vœu de chasteté pendant 5 ans lorsque Madeleine part, ce qui était même pas arrivé après Vesperlint.
Et il cherche surtout pas à coucher avec Paloma, hein, ni avec personne d'ailleurs. Et à aucun moment dans le film, sauf omission de ma part, il ne joue de son charme ou utilise son pouvoir de séduction. Ouais, si vous rejoignez la vidéo maintenant, c'est bien de James Bond hein, dont on parle. Élégance et classe alors. Certes, Daniel Craig a la classe et est élégant. Par contre, quand le personnage de Bond apprend qu'on a récupéré son matricule, il boude. Alors que ça fait 5 ans qu'il est parti à la retraite, il boude. Quelle classe! Puis ouais, dans cet épisode, on oublie le costard. On joue avec les codes, on vous a dit. Ce sera jean basket, puis ça fera un super placement produit. Puis on va le faire se balader en scooter. Et je termine par détermination. Donc à la fin, le méchant lui met un coup de seringue, lui dit qu'il lui a injecté un virus, qui va tuer sa femme, sa fille, tout le monde, on sait plus trop. Hein. Et vous savez quoi? James Bond le croit sur parole. Et il décide, j'ouvre les guillemets, de se sacrifier. En restant comme un con sur cette île. Alors que y a aucune espèce d'urgence d'ailleurs. Le méchant est mort, il y a plus de menaces. Alors pourquoi absolument vouloir faire bombarder l'île avec lui dessus? Pour faire exploser des trucs peut-être, ouais. Puis non mais franchement, James Bond est sûr qu'il peut faire confiance à sa fille. Il doit vraiment le croire sur parole à propos du virus, de ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, il y a aucun vaccin, aucune solution. Je sais pas, grâce à la nanorobotique, l'idée conne que je lance là comme ça. Merde, James Bond il se serait battu. Il aura au moins essayé, même s'il y avait qu'une chance sur 1000. C'est James Bond en tout cas qu'on connaît depuis 60 ans. Prêt à prendre tous les risques, même s'il reste que cette putain de chance sur 1000. C'est même à partir de ce niveau de difficulté qu'il se met en route en fait d'habitude. Ce qui précédait, c'était un simple échauffement pour lui. C'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce qui le définit. Mais non, ce personnage-là n'est tout simplement pas James Bond. Il baisse les bras, immédiatement, et se suicide. Ou tout comme. Un James Bond qui se sacrifie, qui se suicide comme ça, c'est limite impensable. Pas ce personnage. Les scénaristes, les producteurs se sont juste trompés de saga en fait. Et au final, ça donne une impression de facilité et d'artificialité. Au final, même si à peu près tout le reste est réussi dans ce film, tout est en fait raté à cause de l'écriture. Au final, le Bond qu'on connaissait n'est même plus vraiment là, depuis 2 films environ. Tout bien réfléchi, il est mort à la fin de Skyfall, même si à l'époque on ne le savait pas, et lui non plus. Mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Revenons sur la gestation et la production de ce film. Et avant toute chose, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à mon épisode GSL 38 à 40. Écrivons un scénario à Hollywood. À l'époque où je l'ai écrit et tourné, j'avais pas connaissance des conditions de production de ce film en particulier, mais ma vidéo illustre vraiment pas mal ce qui s'est passé, entre autres avec ce film, et ça fera un bon complément à ce que je vais ajouter ici. Déjà, ce que je vous ai pas dit encore, c'est qu'avant le film, les producteurs étaient en délicatesse financière. Ils avaient besoin que ce film fonctionne, de gagner beaucoup d'argent. Ils avaient donc fixé des dates de production plutôt serrées. Ils pouvaient pas se permettre de prendre trop de retard. Depuis, la situation a changé et ils ont pris du retard, ils ont été rachetés par Amazon. Mais à l'époque, voici quelle était la situation. Dans ce contexte, ils décident donc de prendre des risques pour le dernier Daniel Craig, et font appel à Danny Boyle. Celui-ci arrive avec son scénariste habituel, John Hodge. A priori, comme on l'a vu, les deux hommes ne s'entendent pas bien avec Purvis et Wade, les scénaristes attitrés de la saga depuis quelques temps. On peut imaginer des batailles d'ego, puisque les deux premiers semblent prendre la main sur l'écriture, avant finalement de se faire virer du projet. Et les deux derniers décident alors de tout reprendre de zéro. Et puis avec l'enchaînement des autres scénaristes, appelés par la suite en renfort ou en complément sur ce projet, on peut imaginer la situation dans laquelle s'est retrouvé le réalisateur choisi pour remplacer Danny Boyle au pied levé. En quelques mois à peine, il doit reprendre le projet, rencontrer les équipes, commencer à travailler sur les décors, les visuels, les storyboards, la préparation au tournage, la préparation avec les acteurs. Bref, un boulot de réalisateur quoi. Ça occupe bien les journées déjà. Et puis, personne n'étant vraiment maître à bord, il se retrouve début 2019 à briefer un synopsis au producteur, à base de ce qu'il a pu récupérer à droite à gauche. Et on peut imaginer que ça s'est à peu près passé comme ça. Bon alors, merci d'être venu. Alors voilà, comme vous l'avez demandé, ça va être le film où James Bond meurt à la fin, tué par sa fille. Ça va être un film sur le passé, les souvenirs et les sentiments. On va jouer comme jamais avec les codes de la saga, tout en respectant à fond le personnage et l'œuvre de Fleming. Le film rappellera d'ailleurs pas mal au service secret de Sa Majesté, Casino Royale et surtout Skyfall. Vous savez, Skyfall, celui qui a fait le milliard de dollars. Ceci dit, ça ouvrira très différemment de d'habitude. Une grande scène dans la neige où Safin rencontrera Madeleine enfant. Puis, dans le présent, alors qu'il se rend sur la tombe de Vesper Lynd, James Bond échappera à une attaque, suivie d'une course-poursuite de dingue en Italie. Bond croira avoir été trahi par Madeleine et la quittera. Générique, que je veux particulièrement soigner et qui rendra merveilleusement hommage à la franchise. On retrouvera alors James Bond à la retraite, dans la vraie villa GoldenEye de Ian Fleming, en Jamaïque.
On rencontrera alors sa remplaçante, la nouvelle 007, une femme comme vous le souhaitez, et puis pourquoi pas Felix Leiter aussi. Ensemble, ils se rendront à une réunion secrète du Spectre. Il y aura une scène où James Bond, démasqué, se retrouve piégé. Et alors qu'on le croit perdu, ce sont pourtant tous ses assaillants qui meurent, du virus Héraclès. Bond va revoir Blofeld en prison et le tuer sans faire exprès, par contamination. Il retrouvera ensuite Madeleine qui lui révélera son grand secret. Grosse scène, grosse charge émotionnelle. En parallèle, il y aura une grande enquête qui mènera petit à petit à Safin. Safin sera vraiment le grand méchant charismatique du film. Ambigu, dangereux. Je veux réellement éviter ce cliché du grand méchant de James Bond qui cherche juste à détruire le monde parce qu'il est très très méchant. La fin du film se situera dans la base secrète de Safin, dans la plus pure tradition. On y verra bien sûr le Poison Garden auquel vous tenez tant. On aura peur pour Bond et pour Madeleine. Et je vous la fais courte, Bond, qui aura récupéré son matricule 007, travaillera main dans la main avec sa nouvelle collègue. Ils déjoueront les plans du méchant et sauveront le monde, sauf que cette fois-ci, James Bond se sacrifiera et mourra héroïquement. Bref, voilà un petit peu où on en est, sachant que le tournage est censé commencer dans 6 semaines. Non mais franchement, c'est génial, Carrie. Comment t'as fait pour faire aussi bien en si peu de temps? Bravo, sincèrement, félicitations. En plus, c'est parfait, on a tout là du coup. On a le casting, les lieux de tournage, les maquettes, les scènes d'action, on a la liste des 175 clins d'œil aux films précédents pour les fans, on a prévu tous les placements produits, les ordinateurs, les tablettes, les voitures, les motos, les montres, les lunettes et les baskets. On a aussi l'Aston Martin. En fait, il ne manque absolument rien. On est même en avance du coup, c'est inespéré. Non mais je veux dire, il faut l'écrire là le scénario. Je me suis débrouillé avec les morceaux que j'ai pu récupérer, à droite à gauche, le Boyle, Hodge, Wade, Purvis, Haggis, Burns quoi. Mais au final, à part les grandes lignes que je viens de vous donner, j'ai rien de concret, j'ai rien de solide. J'ai pas de dialogue à part les 8 répliques obligatoires. Et vous savez ce que les producteurs lui ont dit à peu près? Bah écoute, tu fais quoi les 6 semaines qui viennent? Tu sais écrire? Et je plaisante même pas, c'est comme ça que ça s'est passé en gros. Fukunaga lui-même le raconte dans différentes interviews, qu'il s'est retrouvé à devoir écrire le corps du scénario en 6 semaines. Sachant qu'en plus, les producteurs ont engagé Phoebe Waller-Bridge par la suite pour retoucher encore le tout, et que Daniel Craig semble aussi y avoir ajouté sa patte personnelle. Évidemment, Fukunaga n'y est pas parvenu à tout écrire en 6 semaines, à écrire les 100 pages de scénario et de dialogue, tout en faisant son boulot de réalisateur en parallèle. Du coup, forcément, le tournage a commencé alors que plein de parties n'étaient pas terminées, pas encore écrites. Le virus poison nanorobot est un très bon exemple pour illustrer ça, je trouve. On sait pourtant que ça va être un élément important du film. Ça a été décidé très tôt dans le processus de production. On sait aussi qu'on veut utiliser le Poison Garden, et il faut construire ce genre de décor en avance, pas la veille du tournage. Du coup, c'est ce qu'on fait, on construit. Puis entre-temps, les différents scénaristes amènent des pierres, éventuellement non compatibles, à l'édifice. Le premier amène l'idée de nanorobot, le deuxième que c'est ce qui va tuer James Bond, le troisième que le virus est en fait développé par le MI6, le quatrième qu'en fait par Blofeld, le cinquième par Safin. Le sixième, pour sa part, a complètement effacé cette partie, tout ce qui concerne le virus dans sa version du scénario, se concentrant presque exclusivement sur Blofeld, son œil bionique, et pourquoi et comment il contrôle tout depuis les coulisses. Par contre, le troisième scénariste, entre-temps, a écrit un morceau de scène qu'ont adoré, donc validé les producteurs. Ce morceau de scène doit donc absolument être présent dans le film, quelque part. Par exemple, disons que ce morceau de scène est celui où les membres du Spectre meurent dans d'atroces souffrances, avec les pustules, tout là. Quant au huitième scénariste, le dernier en date, il n'a pas encore rendu sa copie, et aux dernières nouvelles, vient de quitter le projet pour différents artistiques. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les dates sont incompressibles, le temps est compté, Alors on tourne la scène avec le Spectre, à Cuba, avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec pas grand-chose, avec plein de trous dedans. Le souci, c'est qu'il y a quelques semaines, en fait, on avait déjà tourné la scène avec Blofeld qui meurt sans aucune souffrance, sans l'ombre d'un bouton, et les acteurs sont plus dispo pour revenir tourner une version alternative. Le souci, c'est aussi ce décor du Poison Garden, quoi. Ça tient plus du tout, du coup, avec cette histoire de nanorobots. On développe pas des nanorobots dans une grande cuve à ciel ouvert comme ça. Ça a aucun sens. Je croyais qu'on ciblait précisément les gens en fonction de leur ADN, pas qu'on produisait des mètres cubes d'acide sulfurique. D'autre côté, ça a coûté une blinde à construire, ce décor. Pas question de pas le faire apparaître à l'écran, donc on va le mettre, puis on va tourner la scène, comme on peut, avec ce qu'on a. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, l'équipe de tournage numéro 2 est sur les nerfs. Putain, Fukunaga il répond pas au téléphone, il reste plus qu'un quart d'heure pour tourner la scène là. Ils relisent leurs mails, les instructions de la maison mère, mais rien n'est cohérent. Certains parlent de virus qui se diffusent dans l'air, d'autres de sortes de bains d'acide liquide.
Ok, d'accord, bordel, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette scène? Toujours personne au téléphone? Et toujours personne au téléphone, putain! Ah, faut qu'on se décide. Malek qui quitte le tournage en 5 minutes et c'est son dernier jour, là. On a juste le temps de faire une petite prise à l'arrache, une seule. Écoute, il y a le chef accessoiriste qui a dégoté une seringue. Ouais, bah écoute, ça fera le taf. Allez, moteur, on tourne! 3 semaines plus tard, Cary Fukunaga se triture les méninges sur sa table de montage et croit devenir fou. Chaque jour, il manipule des milliers de rushs, des différentes équipes de tournage. Mais rien ne colle, notamment cette histoire de virus. Comment est-ce qu'il va sortir de ce merdier? Rien n'est cohérent. Alors, il est amené à bricoler, à envisager des solutions extrêmes. Et justement, il est en train de se dire qu'à la rigueur, si on enlève à peu près toutes les scènes, toutes les répliques du film où ça parle de virus, et qu'à la place on met une scène où on fait dire à Safin qu'il va vendre son virus à des terroristes, et où il va expliquer à James Bond qu'il est très méchant et qu'il veut tuer le monde entier. Si on fait ça, qu'on triche un maximum au montage et qu'on compte sur la gentillesse et les problèmes de mémoire des spectateurs, peut-être que ça peut passer, non? De toute façon, il n'y a pas d'autre solution si on veut sauver le film. Hélas, j'exagère à peine les choses. Je me suis sérieusement documenté pour écrire cet épisode, et on trouve étonnamment pas mal de témoignages qui parlent des problèmes d'écriture, de production et de tournage de ce film. Fukunaga raconte par exemple comment il a dû continuer à écrire le scénario pendant le tournage, et même après le tournage, et même après les tournages additionnels. Certains éléments de scénario ont même été décidés un peu au dernier moment, en salle de montage, comme je viens de vous le dire. Genre, si on inverse ces deux plans-là, peut-être que ça raconte un tout petit peu plus quelque chose. Ou genre, ah, on est sauvé, j'ai réussi à retrouver des rushs. On a fait dire à l'acteur plein de répliques bateau, plein de répliques différentes. Avec un peu de chance, il y a un plan vite fait où il parle d'un virus, ou d'un truc qui s'approche, quitte à réécrire la voix, grugeant sur le montage, le cadrage, la colorimétrie. Peut-être on peut sauver cette scène. Vraiment, je plains Fukunaga, je le plains ce pauvre homme. Imagine, il a même dû demander à certains acteurs de jouer des scènes sans aucun texte. Des grands acteurs, aucun texte. Il avait honte, hein. Il le raconte lui-même en interview. Honte de demander ça à des grands professionnels. Mais à un moment, quand t'as pas de dialogue, eh ben t'as pas de dialogue, quoi. Il y a des films où ça pose aucun problème, qui se tournent très bien sans scénario, sans dialogue, sans acteur même. Comme les premiers Fast and Furious, par exemple. Mais sur un vrai film, c'est quand même compliqué. C'est tellement incroyable. J'imagine tellement la scène, quoi. Je suis tellement désolé de te demander ça, Ralph. Je peux pas te dire ce qui se passe dans cette scène. J'en sais rien encore. Du coup, faut que tu me joues quelque chose qui puisse fonctionner pour tout, en fait. Quelque chose à mi-chemin entre la joie et la tristesse, le comique et le dramatique, la décontraction et l'effroi total. Mais surtout, reste concerné et détaché à la fois. Tu crois que tu peux me faire ça? Holy crap. Holy crap. Monsieur, James Bond est tombé dans un piège. Ils vont lui découper les couilles. Holy crap. Alors chérie, pour ton anniversaire, je t'ai acheté un super gilet mauve en jersey, pour que tu évites d'attraper froid l'hiver. Holy crap. On est donc ici pour parler d'autres formats, toujours liés de près ou de loin avec l'écriture, cette discipline millénaire. Holy crap. Allez, dépêchez-vous quoi, merde, y'en a qu'à attendre. Holy crap. Alors forcément, sachant tout ça, c'est moins étonnant de constater la faiblesse du scénario. Je vous la fais courte, au final, sont officiellement crédités comme scénaristes sur ce film Cary Fukunaga, Neil Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge. Pour l'anecdote, c'est la toute première fois depuis que James Bond existe au cinéma qu'un réalisateur est également crédité au scénario. C'est dire à quel point ce film et les producteurs lui doivent beaucoup. Sachant tout ça, je sais même pas comment Fukunaga est parvenu à accoucher de quelque chose de regardable. C'est un véritable miracle. Lui-même devait avoir de sérieux doutes d'ailleurs, étant donné comment il a commencé à s'excuser par anticipation dans les médias, avant même la sortie du film. Je sais pas si l'équipe du film a eu l'occasion de retravailler le film par la suite, pendant la pandémie de Covid, mais j'ai l'impression que non en fait. Du coup, force est de constater que l'homme et son équipe ont tout de même accompli une sorte de petit miracle. Il est possible, même vraisemblable, qu'on soit véritablement passé à 2 doigts d'une véritable catastrophe industrielle. Mais hélas, 3 fois hélas, aussi impressionnant ce petit miracle soit-il, il ne sauve pas tout pour autant. Comme on l'a vu, le scénario est mauvais et raté, limite catastrophique. Et évidemment, les scénaristes auraient pu faire beaucoup mieux, avec plus de temps, moins de guerre d'ego, peut-être moins de directives de la part de la production, ou des directives différentes, ou encore moins d'intervenants différents sur l'écriture. Mais du coup, ça nous emmène tout droit à la dernière étape de notre voyage d'aujourd'hui.
Déjà, si t'es encore là à ce moment-là de la vidéo, je te remercie chaleureusement. C'est une longue vidéo, un long voyage, mais je te promets, tout ce qu'on a dit jusqu'ici va nous servir maintenant. Parce qu'il est l'heure de réécrire « Mourir peut attendre ». Et pas qu'un peu. On va évidemment pas réécrire chaque ligne de scénario, ni de dialogue complet, mais à minima, on va proposer un nouveau résumé, qui se base sur l'ancien, mais en le retouchant, en lui rendant de la cohérence, et en y insérant quelques éléments de nature à améliorer le film. Ça devrait pas être trop difficile, C'est pas pour chambrer, comme on l'a vu, la plupart des intervenants ont fait de leur mieux, a priori. Mais avec le recul, et espérons un minimum de talent, on devrait y arriver. Précision d'importance, on va essayer de se mettre dans les mêmes conditions que les scénaristes. À savoir, on va faire comme si un paquet de choses nous était déjà imposé. Les idées principales, les consignes de la direction, le casting, les principaux décors, les placements produits, etc. Évidemment, on va conserver l'ossature principale du scénario et les enjeux. Et on conservera aussi telles quelles les parties du film qui nous conviennent déjà très bien. Et enfin, on aura en permanence la voix du producteur par-dessus notre épaule. Salut! Pour nous corriger quand ça lui conviendra pas. Bon, souvenons-nous. Avant chaque opus, les producteurs et les scénaristes se posent 2 questions. De quoi le monde aura-t-il peur dans 2 ou 3 ans, quand le film sortira? Quels sont les défis émotionnels et personnels auxquels James Bond devra faire face? Entre nous, il n'y a pas grand-chose à redire de ce côté-là. En termes de défis émotionnels et personnels pour James Bond, il y a déjà largement ce qu'il faut, voire trop. Quant à l'aspect menace, imaginez il y a 3 ans une sorte de virus, éventuellement pandémique, qui nous séparerait des nôtres dès qu'on en serait atteint, même en étant porteur sain. Bref, les mecs ont tapé juste comme rarement pour le coup. Et puis on va tailler dans le gras, on va virer toute la partie à propos du rôle du MI6 dans la création du virus, ça fait de trop. Et puis il y a trop de personnages, on va simplifier un peu. On va changer le personnage de H et celui de Paloma, ou plutôt on va remplacer le méchant numéro 2 par Paloma. Ça rééquilibre un peu, ça fait un poil moins de personnages, ça fait une femme qui est méchante dans le film quand même, et ça va simplifier l'intrigue. En revanche, on va conserver les bonnes idées qui collent avec l'histoire qu'on veut raconter, à savoir la dernière mission, le dernier baroud d'honneur de James Bond. Et il y a aussi sa facette torturée, mais aussi un peu en décalage avec son époque et ses contemporains, comme ça a toujours été le cas depuis les livres. Sans compter ce sortilège qui condamne le personnage à traverser régulièrement des épisodes personnels dramatiques. Mais aussi une grande place pour sa dernière compagne, la mère de son enfant, Madeleine. On va garder le retour de Blofeld, et puis cette idée du dernier méchant, du méchant mythique qui, contrairement à tous ses prédécesseurs, va parvenir à dominer l'homme, la légende, James Bond. Oh, et ultime détail, ça s'appelle pas No Time to Die, mais All the Time in the World. Parce que, pour plein de bonnes raisons. Allez, c'est parti, pour les choses sérieuses. Déjà, la scène d'intro en Norvège, dans la neige, nickel, on conserve tout pareil. En revanche, à la fin du souvenir, quand Madeleine se réveille à côté de James Bond endormi, elle se rend compte qu'elle a reçu un message d'un inconnu pour le spectateur, mais qui, apparemment, la met dans tous ses états. La musique est inquiétante. En larmes, torturée, Madeleine semble finir par prendre une lourde décision. Elle s'habille, prend ses affaires, pose sur la table basse de la suite un court mot d'adieu et, après un dernier regard sur Bond endormi, quitte l'appartement en pleurs. Générique. Attends, stop, problème, il manque la course-poursuite. Non, justement, on joue avec les codes. Cet épisode va être différent de tous les autres, on annonce clairement la couleur dès le début comme ça. Et puis c'est assez terrible pour le personnage de Bond, ça va commencer à préparer le spectateur. On doit bien l'amener, la mort de James Bond, on meurt qu'une seule fois. Puis vous allez voir, la suite du film va jouer là-dessus. De toute façon, il y a que 2 choses qui pourront jamais arriver à James Bond. Mourir et se faire larguer. Vu que vous voulez le buter, autant qu'il se fasse larguer aussi, non? Ok, mais il faut une course-poursuite, une scène spectaculaire, ou au moins une explosion. Le grand méchant, là, mystérieux, silencieux, dans la neige, ça vous suffit pas? Non. Bon ok. Alors reprenons. Scène dans la neige. Réveil, bisous, câlin, dialogue autour des secrets du passé et de comment les laisser derrière soi. Re-bisous, câlin, et puis il nique. Le lendemain, Bond se rend sur la tombe de Vesper Lynd, Tadam, piège, boum, course-poursuite, méchant numéro 2 qui est en fait Paloma, retrouvage de Madeleine à l'hôtel, recourse-poursuite avec Paloma, et le couple parvient finalement à s'enfuir. Ils trouvent une chambre d'hôtel, mais, au milieu de la nuit, Madeleine se réveille à côté de James Bond endormi, se rend compte qu'elle a reçu un message d'un inconnu pour le spectateur, mais qui apparemment la met dans tous ses états. La musique est inquiétante, en larmes, torturée, elle semble finir par prendre une lourde décision. Elle s'habille, prend ses affaires, pose sur la table basse de la suite un combo d'adieu, et après un dernier regard sur Bond endormi, quitte l'appartement en pleurs. Générique. T'y tiens vraiment à cette scène? Ouais, ça me semble une bonne idée. Vous voulez faire un James Bond moins viril qui traverse des épisodes émouvants.
Là, vous avez la totale. C'est Madeleine qui quitte Bond et pas l'inverse. Il est donc totalement impuissant. Pour le personnage, ça va être humiliant, ça va lui déchirer le cœur. Les spectateurs vont être surpris. Et puis ça va nous faire poser pas mal de questions à propos de Madeleine. Ça va rendre son personnage encore plus intéressant. Pourquoi est-ce qu'elle l'a quitté? Est-ce que c'est à cause des événements de la journée? Du danger qui entoure Bond en permanence? Même depuis sa retraite? Est-ce qu'elle veut se protéger? Est-ce qu'elle s'est rendu compte qu'il est impossible d'envisager une véritable relation avec un type comme ça? Et tiens, de quoi parlait ce message qu'elle a reçu? Et qui lui a envoyé? Bon, ok, mais je suis pas convaincu. Ça me semble un peu compliqué pour le spectateur. Eh, vous savez quoi? Je vais arrêter de me justifier toutes les 5 minutes, sinon ça va prendre des semaines, puis en plus ça casse le rythme. Allez, c'est reparti. Début du film, neige, Madeleine et Bond en Italie, explosion, course-poursuite, Paloma, fuite, hôtel, départ de Madeleine en pleurs, générique. Déjà, il n'y a pas 5 ans qu'on passait, 2 ou 3 maximum suffiront amplement. Dès la fin du générique, on ouvre sur une scène bondienne classique. Un homme, qui n'est pas James Bond, pénètre dans un casino luxueux et y entame une partie de cartes contre une femme magnifique. Les deux êtres se chauffent verbalement, s'isolent dans une suite, et là, tadam! L'homme est en fait un terroriste et la femme une agente secrète britannique, l'agente 0012. Ah oui, on oublie aussi cette histoire de 007 à la con, sinon on va se faire allumer par ceux qui savent que James Bond est le 7e agent à recevoir le 00, et que donc l'idée d'attribuer son matricule à quelqu'un d'autre est assez stupide. Bref, 0012 est relié par oreillette au siège du MI6, où toute l'équipe, à savoir M, Q, Moneypenny et H, un petit nouveau qui n'en veut, suivent l'opération à distance. Il voit 0012 interroger son James Bond boy terroriste et obtenir l'info qu'elle cherchait, à savoir que, dans 1 heure, pas loin d'ici, aura lieu un mystérieux échange de prisonniers entre le Spectre et une faction mystérieuse. 0012 est brillante, super efficace, et sait conduire très vite de très grosses voitures. Pourtant, à l'issue d'une scène d'action et de poursuite dantesque, et malgré ses prouesses, elle ne parvient pas à sauver totalement la situation, puisque les membres survivants du Spectre s'enfuient avec un prisonnier que l'équipe parvient à identifier, Obrouchev. M est inquiet. Obrouchev est un spécialiste en virus nanorobots ADN. En plus, la CIA l'appelle et l'engueule, mais partage une nouvelle piste concernant le Spectre. Un meeting de l'organisation à venir, à Cuba. Enfin, malgré des interrogatoires répétés, Blofeld ne veut toujours rien dire, prétextant de vouloir parler qu'à une seule personne, son frère chéri, James Bond. D'ailleurs, où se trouve-t-il celui-là? Lui seul pourrait sauver la situation. Mais personne ne sait où il a disparu. Transition. On retrouve James Bond et sa brosse à dents dans la villa de Ian Fleming en Jamaïque. Il ne s'est apparemment jamais remis de sa rupture, picole à mort et enchaîne les conquêtes vérolées dans les bars dégueux. Un jour, dans un de ces bars, il rencontre Leiter et 0012, qui l'ont enfin localisé et lui parlent de la situation. Bond écoute mais refuse de rentrer à Londres, de revoir le MI6 ou encore Blofeld, mais en revanche, accepte de donner un coup de main pour la réunion du Spectre. Bond et 0012 se reniflent alors un peu l'arrière-train, mais sans passer aux actes. Direction Cuba pour le petit groupe qui infiltre la réunion du Spectre. À peu près comme dans le film, sauf que l'ambiance de la soirée est pas celle d'une partie fine, mais plutôt de ce qui avait été fait dans 007 Spectre. Quant à la relation et aux scènes qui ont été écrites entre Bond et Paloma, on les garde, en peut-être un petit peu moins mariole, et par contre elles se déroulent entre Bond et 0012. Bond découvre avec stupeur que c'est Blofeld qui est en train d'animer la réunion à distance depuis sa cellule en Angleterre. Alors que leur chef parle, les membres de l'organisation se succèdent devant une sorte d'autel, l'un après l'autre, comme à la messe. Sauf qu'en guise d'hostie, ils reçoivent chacun une injection par seringue dans le bras, faite par Paloma. Bond cherche à se cacher, mais à un moment est démasqué et mis en pleine lumière. Blofeld le chambre un peu et lui explique comment fonctionne le virus, le ciblage ADN, la transmission par simple contact, le fait qu'il a demandé à Obrouchev de designer un virus spécialement destiné à tuer Bond, et Bond seulement. Scène de tension, filmée du dessus, alors que notre héros est entouré par ces dizaines, ces centaines de corps chargés de virus qui approchent de lui en cercle concentrique, bras en avant, tels des zombies, jusqu'à le noyer dans le nombre. Mais Bond ne meurt pas. Au contraire, à son contact, ce sont tous les membres du Spectre qui s'effondrent. Ouais, elle est cool cette scène. La fine équipe quitte alors les lieux, en ayant réussi à libérer Obrouchev, qui n'est clairement pas un méchant et ne travaille pour Blofeld que parce qu'il est torturé. Étant un peu plus au calme, 0012, impressionné par Bond, le complimente et l'embrasse. Mais Bond s'écarte, en s'excusant.
Les petits coups vite faits en Jamaïque, ça passait encore, mais pas avec une fille comme 0012. Clairement, l'homme n'est pas remis de sa rupture avec Madeleine. Mais c'est alors que Tadam, Paloma ressurgit, flingue Leiter, échappe à Bond des 0012 et kidnappe à nouveau Broutchev. La mort de Leiter dans les bras de Bond qui se précipite sur les lieux, on peut à la limite la garder telle quelle si vous voulez. Juste on enlève cette histoire de porte ouverte. Attendez, je lance un sondage. Oui, on préfère le tuer aussi, on veut éviter toute polémique misogyne. Continuer à assassiner ou à rabaisser tous les mâles hétérosexuels de plus de 18 ans de cette histoire. À ce propos, j'aime pas trop que Paloma soit une méchante. Alors... Et je parle même pas de l'arc Madeleine. Bond et 0012 se rendent à Londres et y retrouvent M, Q, Moneypenny, H et éventuellement le sympathique Edgar. Je sais plus trop comment il s'appelle, mais il est sympa Edgar. En discutant avec Q et Moneypenny, Bond en apprend un peu plus sur 0012. Puis, ces deux derniers ont une scène de débrief avec M, qui engueule son agente pour avoir laissé à nouveau filer au Broutchev. Mais Bond la défend, expliquant que même au top de sa carrière, lui-même n'aurait pas fait mieux. Classe. L'équipe se demande alors comment Bond s'est retrouvé porteur d'un virus destiné aux membres du Spectre. En repassant les événements dans sa tête, Bond parvient alors à s'en souvenir. On lui a refilé à Cuba, dans la rue, juste avant la soirée Spectre. À ce propos, n'y aura-t-il pas une taupe au sein du MI6 ? Paloma a à nouveau enlevé au Broutchev, Blofeld semble disposer trop facilement et trop rapidement d'informations confidentielles et parvient à réaliser des choses impossibles depuis sa prison. Les quelques scènes suivantes permettent alors à l'enquête de progresser, aux personnages qui en ont besoin de mousser aux yeux du spectateur, et ils se rendent compte que beaucoup d'infos ont été effacées, des infos auxquelles même M, en dépit de toute sa bonne volonté, ne peut avoir accès. À croire qu'il y a des taupes et des appuis politiques partout, en fait. Et c'est alors que la petite équipe, à force de talent, finit par tomber sur le nom de Lucifer Safin. Et derrière ce nom, deux pistes qui émergent de la base de données du MI6, Blofeld et Monsieur White. Bond refuse une nouvelle fois catégoriquement d'aller voir son frère. Clairement, le type n'est pas en paix avec son passé. Avec l'aide de 0012, il décide plutôt de rendre visite à Madeleine, fille de Monsieur White, qui en sait peut-être plus. Il la retrouve, genre à Paris. Pourquoi pas, hein, étant donné qu'elle est française. Pourra peut-être même laisser entendre, grâce à des subtiles astuces de réalisation, que James Bond s'est déjà rendu ici par le passé, discrètement, en secret, en l'espionnant. Peut-être afin de s'assurer qu'elle allait bien. Ça serait mignon quand même. Et pas que mignon. Bond sonne à la porte de Madeleine, et celle-ci ouvre. Elle est toujours aussi magnifique. Pourtant, leur entrevue sera courte. Alors là, le dialogue doit être vraiment peaufiné, hein, truffé de double sens, de subtilité qu'on comprendra plus tard. Avec des choses du genre Pourquoi es-tu parti ? Pourquoi notre histoire s'est-elle arrêtée ? Justement, parce que notre histoire devait commencer. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit ? Certaines choses sont trop difficiles à avouer, James. Tu le sais aussi. Je suis désolé, Madeleine, je suis là pour le boulot. Ça ne m'étonne pas que tu aies jamais vraiment décroché. Ça a toujours été comme une drogue pour toi. Madeleine, je t'en prie. L'homme que je suis n'est pas aussi solide que celui que j'ai été. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Toi seul peux m'aider. J'aimerais, James. J'aimerais t'aider, mais je ne le peux pas. Madeleine, c'est à propos de ton père et d'un certain Safin. Safin ? Cet homme qui a tué ma mère ? Comment oses-tu, James ? Sors d'ici. Sors de chez moi avant qu'il ne t'arrive malheur. James est amoureux, perdu. Il finit par se jeter sur Madeleine, l'embrasse et se prend la gifle réglementaire. Alors, il s'en va, bouleversé. Mais alors que l'Aston Martin s'éloigne, on découvre que Safin, le grand méchant de l'histoire, était caché depuis tout ce temps dans l'appartement de Madeleine et qu'il a tout suivi avec beaucoup d'attention. Apparemment, ils se connaissent bien, sont tactiles, même si on comprend qu'elle est mal à l'aise en sa présence. Il lui dit qu'elle a bien fait et qu'il est fier d'elle, sans qu'on sache encore pourquoi. Elle lui renouvelle alors des remerciements et on comprend qu'elle a négocié pour que Safin épargne Bond. Safin se met alors à la questionner et la confronter, toujours avec cette douceur mêlée de dangerosité. Il la suspecte, l'accuse d'être toujours amoureuse de Bond, ce qu'elle nie fermement. Elle l'embrasse, lui assure qu'elle n'aime que lui, Lucifer Safin, son sauveur, son héros. La scène est malaisante. On comprend que Safin ne peut plus faire l'amour. L'explosion qui lui a ravagé la gueule lui a ravagé autre chose. Mais à force de mots et de baisers de la part de Madeleine, il finit tout de même par se calmer et quitte la maison, avec Paloma, qui travaille donc pour lui et qui semble amoureuse de Safin et donc jalouse de Madeleine. Ouais, ça fait un peu les feux de l'amour, c'est vrai, mais c'est comme ça.
quitte à parler sentiments et émotions, on y va. Et puis, on construit tout ça pour la suite. À court de solutions, Bond se résout finalement à rencontrer Blofeld. Et, étant donné tout ce qui vient de se passer à Cuba avec Madeleine, la mort de Leiter, sans compter son alcoolisme et son manque de pratique depuis 3 ans, Bond finit par craquer et en vient aux mains avec Blofeld qui meurt du virus en pustulant comme un porc. Le bâtiment est évacué et c'est alors que Bond réalise. Comme à Cuba, c'est par lui qu'a été transmis le virus. Cela fait 2 fois qu'il sème la mort parmi les membres du Spectre sans le vouloir. 2 fois qu'il est le jouet d'un esprit supérieur, omniscient. Il a certes toujours été une arme de mort, un outil aux mains du gouvernement, mais cette fois-ci, il tue contre son gré et est un outil aux mains d'un esprit manipulateur brillant, mais dangereux. En plus, cette fois-ci, c'est clairement Madeleine qui lui a refilé le virus. Elle est complice d'une manière ou d'une autre. Une fois de plus, elle l'a trahi. Problème, le MI6 commence à être méfiant au sujet de Bond. M le suspecte d'être la taupe, de le travailler avec. Par sécurité, il envoie donc 0012 et H pour le chaperonner et le mettre hors d'état de nuire si besoin, au cas où ses doutes, déjà présents après Cuba, se révèlent justes. Permis de tuer, monsieur ? Accordé. Mais Bond le sent. Il n'est pas complètement con, ni vieux, ni obsolète. Il feint de vouloir rentrer à Londres, mais s'enfuit. Et là, course-poursuite et explosion, avec Bond, 0012 et H qui s'en mettent plein la gueule en ruinant une moitié de ville. Finalement, James Bond s'en sort de toute justesse, mais décide alors de faire confiance à 0012 et H et de leur expliquer la situation. La trahison de Madeleine, la présence de Safin en arrière-plan. Il l'a senti lorsqu'il l'a vue. Madeleine est terrorisée. Elle est la victime de Safin, d'une manière ou d'une autre. Lui, James Bond, doit la sauver, l'arracher à ses griffes puissantes. Et c'est alors que 0012 et H acceptent d'aider James Bond. Ce que lui-même aurait fait s'il avait été à leur place. Et ce qui fait grimper la cote de sympathie du public auprès de H et de 0012 de 8000 points environ. Nos 3 héros se lancent alors sur la piste de Madeleine Swann. Elle ne se trouve plus à Paris, mais après une enquête poussée, ils finissent par la retrouver dans sa maison d'enfance en Norvège. Bond y tombe sur Madeleine et découvre qu'elle a une petite fille de 2 ans environ. Madeleine lui ordonne alors de partir, mais Bond s'approche d'elle, un pas après l'autre. On a peur qu'elle porte un virus pour lui, mais il continue à approcher, lui dit qu'il devine qu'elle est sous l'emprise de Safin, qu'il peut la sauver, qu'il peut les sauver toutes les deux. Ils finissent alors par se toucher, et Bond ne meurt pas. Mais, tadam, Safin et son armée, incluant Paloma, surgissent alors. Bond, Safin, Madeleine et Paloma échangent alors un dialogue lourd de sens. C'est une véritable bataille verbale, chacun des 2 hommes cherchant à attirer Madeleine à lui et argumentant pourquoi il représente le meilleur choix. Ils parlent de virus, de sûreté nationale, tout ça, mais en réalité, c'est une bataille de sentiments qui se joue. 2 coqs s'affrontant dans la basse-cour. La scène est tendue. On comprend que Safin est maladivement jaloux de James Bond, que Paloma souffre atrocement que Safin en ait une autre et qu'elle déteste viscéralement Madeleine, que cette dernière est déchirée entre sa loyauté pour Safin et son amour pour Bond. Bond, pour sa part, qui joue ici le plus gros coup de son existence. Finalement, après une très lourde hésitation, Madeleine choisit Bond. Safin pète alors complètement un câble. Bond, H et 0012 unissent leurs forces, mettent en déroute l'armée, tuent Paloma, ce qui, finalement, rend Safin encore plus fou. C'est une histoire de sentiments et de secrets non avoués. C'est ce qu'il voulait faire depuis le début. Et parviennent à exfiltrer Madeleine et sa fille. Mais hélas, sur le trajet, H les trahit et enlève la petite. C'était donc lui, la taupe. Tout juste à l'abri, Bond s'isole avec Madeleine et la confronte violemment. Elle lui doit des explications. À force d'écoute et de larmes, Madeleine avoue alors son terrible secret. Safin l'a épargnée alors qu'elle n'était qu'une enfant, contrairement à ce qu'avait fait son propre père, Monsieur White, qui avait tenté d'assassiner le jeune Safin. Depuis 20 ans, dans le plus grand secret, Madeleine et Safin partagent donc une relation tendancieuse, pathologique, amoureuse sans l'être. Il la terrifie, possède une emprise sur elle, mais ils sont aussi comme du même clan, presque de la même famille, comme unis par un lien de sang, une loyauté naturelle, puissante et invisible. De plus, elle défend un peu Safin en expliquant que celui-ci a en quelque sorte réparé l'erreur de son père à elle en ne perpétuant pas la mort sur l'enfant innocente qu'elle était. Il ne tue que les méchants, ceux qui le méritent. Il a certes tué sa mère, mais elle était coupable de quelque chose.
Depuis 20 ans donc, Safin a souvent fait appel à elle, en secret, profitant de son statut professionnel et de ses contacts pour avancer dans ses projets, identifier les bad guys, obtenir des informations secrètes, comme à propos du Spectre par exemple, mais aussi pour l'aider à infiltrer ses propres agents dans plusieurs administrations, ou encore, plus récemment et plus concrètement, pour refiler à James Bond le virus à destination de Blofeld. Et elle, partagée entre reconnaissance et terreur, n'a jamais su lui dire non, et a toujours caché ce secret honteux, même à James Bond. Elle s'excuse en larmes et explique qu'il y a 3 ans, elle n'est pas partie pour se protéger ou pour protéger sa fille de l'existence dangereuse de Bond. En réalité, elle est partie pour le protéger, lui, de Safin. James Bond la remercie, lui pardonne alors tout, et les deux pleurent beaucoup. Il lui promet qu'ils vont retrouver sa fille, et c'est alors qu'elle lui avoue. Elle n'est pas la fille de Safin, elle est de lui. Madeleine sait qu'elle ne risque rien avec Safin, qu'il n'osera jamais lui faire de mal, mais ils vont la sauver le plus rapidement possible. Ils se le promettent, se disent qu'ils s'aiment comme des fous, que maintenant leur amour est enfin possible, et qu'en plus, ils disposent de tout le temps du monde. Et après tant de révélations et d'émotions fortes, évidemment, ils couchent ensemble. De retour au MI6, Bond étant lavé de tout soupçon, la petite équipe travaille ensemble et localise Safin sur une île du Pacifique. Madeleine négocie alors âprement pour les accompagner, pour participer à sauver sa fille. À cette occasion, on comprend un peu mieux pourquoi James Bond est amoureux de Madeleine et pas d'une autre. Malgré les épisodes traumatisants de son existence, elle ne baisse jamais les bras, contrairement à lui depuis leur rupture. Elle s'adapte, fait face aux contraintes parfois terribles de la vie, ne se victimise jamais et accepte, embrasse ses sentiments et ses émotions. Il l'admire, la trouve formidable, l'aime d'amour. C'est la future Madame Bond, celle avec qui il coulera ses vieux jours, vivant d'amour et d'eau fraîche. Tous ensemble, ils infiltrent alors la base secrète du méchant, où ils défoncent quelques figurants et découvrent le Poison Garden et d'autres installations très bizarres qui les interrogent. Obrouchev, le gentil, prend malheureusement une balle perdue et leur confie, avant de mourir, que Safin est devenu totalement fou, qu'il l'a obligé à mener plein d'expériences bizarres et à fabriquer plusieurs types d'armes, bactériologiques, chimiques, sans véritable logique. Clairement, leur explique-t-il dans un dernier souffle, rien ne doit sortir de cette île. Et méfiez-vous du poison et de Safin, il cache bien son véritable jeu. On approche de la fin, la musique crie fort et s'attire de partout. C'est badass sur badass et grosses explosions en série. Bond, 0012 et même Madeleine butent tout le monde et tombent sur Safin et leur fille. Safin, qui avait toujours été à la limite, a visiblement versé dans la folie. Il tient des propos incohérents, parle de Paloma, de Madeleine, se croit le père de sa fille. Il est pathologiquement jaloux de Bond et de l'amour qu'il partage avec Madeleine, lui qui n'a jamais pu ou su la séduire. Son plan d'origine était de débarrasser le monde des criminels. Les événements récents l'ont fait revoir ses plans, dit-il. S'il ne peut pas vivre avec Madeleine, alors à quoi bon? Pourquoi l'humanité aurait-elle le droit de continuer à vivre? Il a donc demandé au Obrouchev de développer d'autres types d'armes, moins méticuleuses, pour tuer tout le monde. C'est alors que Bond parvient à ruser pour que Safin relâche la petite. Mais il ne peut éviter que ce dernier se jette sur Madeleine et lui inocule un virus, avant de la relâcher à son tour et de partir d'un grand rire victorieux. Bond comprend alors qu'il a perdu, qu'il a été battu par plus fort que lui, que Safin a simulé, du moins en partie, la folie pour mieux le duper. Bon, d'accord, il a forcé Obrouchev à travailler sur des projets bizarres, mais il n'est pas totalement fou, du moins pas au point de vouloir la mort de toute l'humanité. En réalité, il ne souhaite que sa mort à lui, la mort de James Bond, ou, à minima, faire en sorte que Madeleine ne puisse plus jamais le revoir, qu'elle l'oublie et qu'elle tombe enfin amoureuse de lui. Alors que le grand méchant, qui vient de gagner, qu'on déteste fort, délire et jubile, Bond, qui vient de tout comprendre en 5 secondes parce qu'il est intelligent, explique aux autres à voix haute que Madeleine porte un virus spécifiquement programmé pour le tuer lui, qu'ils ne pourront plus jamais se voir, se toucher tous les deux. Qu'elle, ou lui, ne pourra plus jamais toucher personne d'ailleurs, au risque que le virus se propage dans le monde, finisse par le tuer quand même, et peut-être même qu'il peut le dire en versant une larme. Suit une scène d'adieu déchirante entre les deux amants. Madeleine demande à Bond de s'occuper de sa fille, de leur fille. Et soudain, dans un dernier acte héroïque, elle agrippe sa fille et se jette dans le vide, se tuant avec lui. La musique crie, les violons grincent, le héros met un genou à terre et s'effondre. Pour le spectateur, c'est le moment de pleurer. Tout a été calculé pour ça.
Tout le monde est évacué de l'île sur des images au ralenti et une musique triste et puissante, avant que celle-ci ne soit réduite en cendres par une grosse frappe aérienne. Dans l'hélicoptère, la petite fille se réfugie dans les bras de James Bond. « Où est maman ?» demande-t-elle. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, maman sera toujours avec nous. » La petite fille sanglote. « Je m'appelle Mathilde. » lui dit-elle. Bond est alors pris de court et répond machinalement. « Je m'appelle Bond, James Bond. » Il serre alors Mathilde contre lui et lui caresse la joue. « Mais tu peux m'appeler papa. » Générique de fin. Bond reviendra dans le prochain film. Rideau. Alors, j'adore, hein, mais tuer Madeleine Swann, ça serait trop dur pour le spectateur. Trop dramatique. Pas en 2021. C'est pas possible. Ok, on va se le refaire différemment alors. On approche de la fin, la musique crie fort et ça tire de partout. C'est alors que Bond parvient à ruser pour que sa fille relâche la petite. Mais il ne peut éviter que ce dernier se jette sur lui. Il lui inocule un virus, avant de le relâcher à son tour et de partir d'un grand rire victorieux. Bond comprend alors qu'il a perdu, qu'il a été battu par plus fort que lui. Il explique aux autres à voix haute qu'il porte en lui un virus spécifiquement programmé pour la tuer, elle, Madeleine Swann, et peut-être même leur fille. Qu'ils ne pourront plus jamais se voir, se toucher, qu'il ne pourra plus jamais toucher personne d'ailleurs, au risque que le virus se propage dans le monde et finisse par les tuer quand même. Bond achève alors sa fille, puis s'ensuit une scène d'adieu déchirante entre les deux amants. Bond demande alors à Madeleine de s'occuper de sa fille, de leur fille. Pour le spectateur, c'est le moment de pleurer. Tout a été calculé pour ça. Tout le monde est évacué de l'île sur des images au ralenti, y laissant que James Bond, seul, isolé. Et alors, la grosse frappe aérienne détruit tout. Fondu au noir. Qui se rouvre, quelques secondes plus tard, sur une île en Jamaïque. Bond y vit seul, avec sa brosse à dents. On comprend qu'il s'est finalement enfui avant l'explosion, et qu'il est condamné à vivre seul, totalement seul. Au moins sait-il que sa femme et sa fille sont heureuses et en sécurité, car tous les jours, il est en contact avec Q, ou 0012. Et tous les jours, il se livre à des tests aidés à distance, dans le plus grand secret, afin d'essayer de trouver un vaccin, un remède qui le débarrasserait de ce virus et lui permettrait de revenir à la vie. Générique de fin, Bond reviendra dans le prochain film, Rideau. Alors, j'adore moins, mais ça reste très bien, hein. En revanche, laisser Bond comme ça, seul sur son île, ça serait trop dur pour le spectateur. Trop dramatique. Pas en 2021. C'est pas possible. Ok, vous tenez absolument à le buter, c'est ça? Oui? Alors gardez-la, votre fin, mais elle est beaucoup moins bonne. En revanche, si vous faites ça, soyez honnête. Frappez un grand coup qui restera dans les mémoires. Si vous tuez Bond, alors c'est son dernier film. Il n'y aura pas de 26e. Vous arrêtez la saga. Ça serait super classe et super respectueux du spectateur. A l'inverse, si vous faites revenir Bond d'après ça, ça ressemble à un léger manque de respect, voire un gros foutage de gueule envers le spectateur. Vous comprenez ? Non mais c'est bon, les derniers sondages disent que les nouveaux fans de Bond vont être encore plus nombreux que les anciens si on continue à transformer le personnage comme ça. En plus, on va sûrement être acheté par Amazon, et on n'aura plus jamais de problème de thunes. En fait, on préfère te prévenir, c'est que le début cette histoire. Bond reviendra, c'est acté, le potentiel commercial est trop important. Et si les sondages nous disent qu'il faut en faire une femme, un transsexuel, un nain de petite taille, un cyborg, un rhinocéros, un jouet pour enfants, je sais pas quoi d'autre, bah on le fera, hein, t'inquiète surtout pas. Puis le prends pas personnellement, hein. Ton script est plutôt sympa, mais on va plutôt faire comme on a dit. En plus, tu sais quoi? Les premiers sondages disent que le public va adorer Anna de Armas et son personnage, donc on va pouvoir lancer une série télé spin-off avec elle. Et c'est que le début, on a plein de projets dans les tiroirs. Il y a la série 007 bien sûr, série 008, 009, 0012 évidemment, les préquels de 001 à 006. Et puis les films avec James Bond Jr., Jane Bond, Bridget Bond, la sœur de James, James Bond dans l'espace, James Bond au ski, James Bond à la ferme, James Bond contre Freddy Krueger, les vacances de James Bond, Harry Potter et les reliques de James Bond, James Bond à Mykonos, chez les Ch'tis, en croisière. Quelle tristesse. En attendant, t'as vu? C'était pas compliqué d'améliorer le scénario de ce film. Et quel dommage! Moi qui avais aucune attente avec Mourir peut attendre, j'ai réussi à en ressortir frustré. Parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, bordel. Tous les ingrédients pour en faire un bon film, voire un grand Bond. Tout ce qu'il fallait, sauf ce foutu scénario. Je crois qu'on en a suffisamment parlé dans cet épisode.
Mais c'est vrai quoi, un scénario, c'est pourtant pas demander grand chose. Un peu de cohérence, quelques bons dialogues en plus, être un peu plus respectueux du personnage de James Bond pour retrouver, une fois encore, une fois de plus, cette fameuse saveur. Mais bon, je pense qu'on en a assez dit. Parce que maintenant qu'on a bien décortiqué en détail pourquoi ce scénario me posait tant de problèmes, on va pouvoir passer à la suite et se poser la vraie, la belle, la grande, la seule question. Qui a tué James Bond? Parce que la réponse n'est pas forcément celle qu'on croit. Mais ça sera dans un prochain épisode. J'espère que tu as kiffé ce voyage en ma compagnie. Vous pouvez maintenant sortir par les issues de secours et aller récupérer vos bagages. L'aéroport dispose de Wi-Fi, ce qui vous permettra de vous abonner à ma chaîne, de commander mes livres et d'expliquer au monde entier pourquoi il faut en faire de même. Mais loin de moi l'idée de te commander. Allez, à bientôt. Bisous.